Bonjour et merci infiniment à vous de nous retrouver comme vous le faites chaque matin sur Equinox Télévision pour cette émission 10-12 Le Zénith. On va continuer à parler du décès de Maître Sylvain Swapp qui continue à faire, comme vous le savez, beaucoup de commentaires. On va prendre cette réaction du ministre délégué auprès du ministre de la Justice sur Facebook. Il dit ceci et je le cite. Exactement. Pardon, arrêtez de politiser le douloureux décès d'un confrère qui faisait l'unanimité par son caractère républicain bien affirmé. J'ai déjà trop mal comme ça sans que vous en rajoutez. Les gens racontent quoi? Quel crime? La douleur de sa mort m'a conduit à mener ma propre enquête. Notre confrère avait une fracture du fémur droit qui remontait au niveau de la jointure de l'épaule. Il est lui-même venu au bloc sur ses pieds après que tous les examens aient été faits. On ne pouvait pas pratiquer une anesthésie locale. À peine on avait commencé l'anesthésie que son cœur s'est arrêté. Malgré tous les efforts pour le faire repartir, rien n'a été possible à la consternation générale. Je me suis renseigné à la source. Vous pensez bien comment quelqu'un peut-il y voir un crime? Pourquoi? Il représentait quel danger? Au contraire, le confrère était quelqu'un que tout le monde aimait, un avocat intègre au professionnalisme, jamais pris en défaut. Certains seraient-ils revenus à l'heure des procès en sorcellerie? Voilà la réaction du ministre délégué auprès du ministre de la Justice sur Facebook. Voilà monsieur qui a fait et qui a enflammé la toile suite à l'os du fémur qui a été rapidement, d'ailleurs, monsieur le ministre délégué a rapidement rectifié cette erreur. Il a parlé de lapsus qui s'est donc introduit dans son texte, lui qui voulait qu'on arrête de politiser cette affaire de Maître Sylvain Swapp. Là, messieurs, on en parle ce matin parce que le ministre de la Santé publique, Dr Malaouda Malachi, a lui également tweeté. Il a annoncé une enquête administrative, mais également il a saisi l'Ordre des médecins du Cameroun, lequel Ordre des médecins du Cameroun a également annoncé une enquête sous la houlette, comme vous le savez, du président de l'Ordre des médecins du Cameroun, Dr Sanjan. On va également dire que tout se met en place pour que la lumière soit faite sur ce douloureux décès de Maître Sylvain Swapp. Il faut rappeler que le collectif qu'il coordonnait s'est réuni vendredi en conférence de presse et l'une des résolutions prises par ce collectif est de rebaptiser le collectif. Désormais, on va l'appeler collectif Maître Sylvain Swapp. Madame, monsieur, une fois de plus, bonjour. Merci à vous de nous retrouver sur Equinox Télévision. Nous sommes le lundi 20 janvier 2020. Toute l'équipe est en place. D'abord, vous, monsieur Bachou Charlamel, bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Eric Fopoussi-Negou. Bonjour à tous les téléspectateurs et un bonjour particulier à l'ingénieur de la République, le ministre des Travaux publics, monsieur Nganoudjou Messi. Nous sommes à Massok, plus précisément à Sonloulou, dans le département de la Sénégal-Maritime, où un pont s'est écroulé, faisant beaucoup de blessés. L'entretien des ouvrages qui datent, quels sont les mécanismes? Telle est la question qu'on se pose, et il faudrait dire que ce pont qui est cassé n'est pas très loin du barrage. Attention, attention. Les indicateurs semblent être rouges de ce côté de Massok, Sonloulou. Massok, Sonloulou, comme vous dites, effectivement, ce qui s'y est passé est extrêmement grave. C'est une catastrophe. Il faut désormais qu'on... On parle de 7 morts. On parle de 7 morts. 7 morts et plusieurs blessés. Donc, voilà. Il reste à vérifier, mais on parle de 7 morts et plusieurs blessés. Voilà, c'était un camion qui transportait des sacs de maïs. Au bord duquel il y avait donc des ouvriers. Donc 7 morts pour l'instant. On va attendre de voir ce que va donner les prochaines indications sur cette affaire. Rappelons que à Belabo également, on a subi une autre catastrophe, cette fois-là le déraillement d'un train marchandise. C'est grave parce que lorsqu'on regarde les photos, lorsqu'on regarde ce qui se passe, on voit très bien que le rail camerounais est vétuste. Le Cameroun ne mérite plus ces rails-là quand même. Hein. Il faut dire que ça perturbe la circulation depuis des jours. On ne s'est pas gêné, cette équipe ne s'est pas gênée d'enlever
les différents wagons, monsieur Eric Fopoussy. Voilà. Voilà, on va dire que ça perturbe justement, vous avez raison, pour ceux qui prennent le voyage entre Yaoundé et Gaoundéré, ouais. C'est assez compliqué parce que le déraillement s'est passé non loin de Bélabo, il faut le rappeler. Donc, monsieur Batchou Chalamel, qu'on va retrouver à 10h30 pour sa colère quotidienne à 10h30, la colère de Charles Hamel. Également sur le plateau ce matin, madame, monsieur, Karine Sontia, bonjour et bienvenue. Bonjour Monsieur Fopoussy et bonjour aussi à nos téléspectateurs. Selon l'Organisation mondiale de la santé, les Camerounais se suicident beaucoup. On est passé de 4,9 à 12,2% de 2012 à 2016 sur 100 000 habitants. C'est quoi les causes? Le ministère de la Santé publique n'a pas encore donné des explications. Voilà, donc on va en parler dans cette émission ce matin, madame, monsieur, puisqu'on relaie le plus souvent les indicateurs sur le Cameroun et beaucoup nous disent que les indicateurs sont plutôt bons lorsqu'on regarde le niveau de vie et l'espérance de vie au Cameroun qui serait de 58 ans contre 51 au Nigeria, et ce seul chiffre ou ces seuls chiffres permettent donc aux gens qui nous regardent et qui sont des experts à dire que le Cameroun se porte plutôt bien sur ce registre-là. Mais sauf que ces chiffres-là en termes de suicide sont clairement inquiétants pour notre pays quant à la dureté, quant à la cherté, quant à la vie qui devient de plus en plus compliquée pour nos compatriotes. Également sur le plateau ce matin, Bombok Bengan Kandje, bonjour et bienvenue. Bonjour Monsieur Fopoussy Negou, bonjour à vous chers téléspectateurs. Là où les indicateurs ne sont pas bons, et je pense qu'on ne parlera pas de lapsus comme l'a fait le ministre délégué à la justice, c'est à la communauté urbaine de Douala, ou alors dans ses relations avec et les commerçants et son personnel. Nous nous rappelons très bien que le président, ou alors la présidente du syndicat des commerçants détaillants de marché Mbopi avait entrepris d'organiser ses camarades syndicalistes pour leur apprendre comment on tient les livres comptables pour mieux payer leurs impôts. Le délégué du gouvernement avait fermé sa boutique. Elle s'appelle Alice Maguedio. Le 10 janvier dernier, dans le refus d'ouvrir cette boutique, la Chambre des commerces, de l'industrie, des mines et de l'artisanat s'est réunie en session plénière et a commis un comité pour plaider auprès du délégué de gouvernement, M. Tonet, afin d'ouvrir cette boutique de syndicalistes. M. Tonet, il a dit, niet, il n'ouvrira pas la boutique. Cette délégation de la Chambre de commerce et comité est composée d'un vice-président. Tenez-vous tranquille. Troisième vice-président s'appelle M. Ekoko Moukete. Moi, j'aime citer les noms. Mais également de la présidente de la section commerce, un certain Soaibou Oumarou. Malgré eux, devant Toné, on a dit, je n'ouvrirai pas cette boutique. Quelle est la faute qu'a commise la présidente des syndicats de commerçants de boutique? Il n'a commis aucune faute, mais je n'ouvre pas sa boutique. Il en a fait de même pour les délégués du personnel qu'il avait licencié, malgré les dieux de justice, il dit niet. Malgré les astreintes, il a dit niet. Il attendra jusqu'à ce que la Cour suprême se statue sur le dossier. Voilà comment on pense qu'on veut faire la promotion de l'industrie, du commerce au Cameroun. Voilà. Merci, monsieur Fopoussy. Là, c'est pas bon. En tout cas, il semble que la nouvelle loi portant code général des collectivités territoriales décentralisées va venir régler tout ça avec, comme vous le savez, l'instauration prochaine des maires de la ville. Donc, on pourrait être fondé à penser que cette question-là, des délégués du gouvernement va rapidement être résolue avec la mise en application de cette loi portant code général des collectivités territoriales décentralisées. Il ne peut plus être élu maire, il n'est pas conseiller municipal. Voilà, il ne peut pas être maire, de la ville. D'accord. On va, oui, c'est terminé là. On va tout de suite, madame, monsieur, lancer le programme de ce matin avec l'histoire du jour qui est contée par vous, Dominique Audrey Oyengelek. Bonjour et bienvenue. Bonjour Eric Fopoussy, bonjour aux téléspectateurs. Ce matin, je vous raconte l'histoire d'une mère de famille qui a perdu le sommeil à cause de la maladie de son mari. Rassurez-vous, son mari n'est pas mourant. Elle souffre simplement du fait qu'elle a découvert que l'entourage de son mari lui connaît une autre femme.
Maggie et Serge sont mariés depuis presque 25 ans déjà, puisqu'ils ont 5 enfants aujourd'hui et l'aîné a 25 ans. Faites le décompte, il y a 2 ans d'écart entre chaque enfant. Son mari est tombé malade il y a 6 mois et ils ont dû puiser dans leurs économies pour pouvoir mener à bien les soins de son mari. Sauf que là, ils sont arrivés à la fin, ils n'ont plus rien du tout. Le mois dernier, Serge appelle sa femme et lui fait un listing de personnes et des endroits où elle devrait se rendre pour pouvoir prendre de l'argent. L'argent qu'il a mis dans des tontines, dans des banques et les personnes qui lui doivent de l'argent. Maggie s'est rendue à la première réunion qui se tient chaque 2e dimanche du mois. Elle s'est présentée comme étant la femme de Serge et elle est venue pour recouvrer de l'argent que son mari avait épargné dans cette réunion-là. Et là-bas, on lui a fait savoir qu'effectivement, on connaissait le malade et qu'effectivement, il y avait de l'argent pour lui dans cette réunion-là, mais on ne pouvait rien lui donner puisque elle, on ne la connaissait pas. Serge, dans cette réunion, a présenté une autre femme qui pouvait, en cas de souci, en cas de besoin, venir prendre l'argent. Maggie s'est confondue en présentation. Elle a décliné sa carte d'identité, elle a tout présenté, mais on lui a dit, madame, vraiment, nous comprenons très bien votre gêne, mais nous également comprenez que nos engagements vis-à-vis de votre, entre guillemets, de Serge, font qu'on ne peut pas vous donner cet argent-là. Elle est allée dans les 4 réunions et on lui a tenu le même discours. Maggie est allée à la banque où son mari a un compte et là-bas, dans les formulaires, Serge a fait savoir qu'en cas de problème, une autre personne pouvait prendre cet argent-là. Donc, malgré que Maggie porte son nom et qu'elle soit légalement mariée à lui, elle ne peut pas avoir accès à son compte en banque également. Aujourd'hui, Serge doit sortir de l'hôpital. Elle est revenue, elle a fait savoir à son mari que, en fait, dans toutes les réunions, on a refusé de me donner l'argent sans toutefois lui donner les réponses qu'on lui a données là-bas. Maggie dit qu'elle ne sait pas comment s'y prendre, comment le dire à son mari et que signifie cette situation, comment comprendre ce qui se passe. Qui est cette femme que son mari a présentée un peu partout? Voilà. Alors, c'est un joueur, hein, c'est Cristiano Ronaldo, hein, c'est Lionel Messi, c'est Mohamed Salah, c'est Samuel Eto'o, hein, dans ses heures de gloire, hein, depuis Chichi à Majorque, au Barcelone, à Inter de Milan, à Chelsea. Non, mais en réalité, comme il faut qu'on soit clair, pour cette question, il y a quelque chose que l'on devrait relever dans cette émission, c'est l'exigence de transparence, l'exigence d'honnêteté, de franchise, de sincérité. Les gens doivent apprendre quand même à faire différent. Je comprends que dans un contexte où tout le monde veut être malhonnête, tout le monde veut être infidèle, tout le monde veut jouer au méchant, il y a peu de personnes qui retiennent les valeurs cardinales de la vie qui sont donc justement ces valeurs d'éthique et de morale sur ces questions. Donc on voit très bien qu'il y a une difficulté. Mais il y a également un volet technique dans cette affaire parce que quand on parle de banque, il me semble que le monsieur n'est pas encore mort, hein, et que voilà, donc sauf si c'était un compte couplé, mais il me semble que lorsque vous allez à la banque, il y a un document que vous signez. C'est un cas de décès que la personne que vous avez noté comme étant l'ayant droit et si la personne vous peut en cas de procuration. La personne peut vous donner... Non, mais la personne peut juste vous signer un chèque approvisionnel, juste un chèque, c'est tout. Bien qu'en cas de décès, en cas de malheur, quelle est la personne d'autre qu'on devrait contacter, qui pourrait revenir? Généralement, c'est le nom des femmes. Oui, bon, mais en cas de malheur... C'est la femme d'un frère. Bon, il me semble que c'est en cas de décès. C'est en cas de malheur. C'est en cas de malheur. En cas de malheur... Il a alité. C'est quoi le malheur? En cas de maladie? Oui, en cas de maladie grave, c'est en cas de maladie grave, en cas d'accident, il peut être paralysé, il faudrait bien qu'il y ait quelqu'un qui vient. On a vu des personnes, il met une note, la personne endosse le chèque, il envoie. Oui, mais ça c'est pour le chèque. Mais maintenant, il envoie la femme. Oui, là il n'y a pas de souci. Même en temps normal, vous pouvez envoyer quelqu'un, vous endossez le chèque et puis la personne va retirer l'argent. Donc il n'y a pas de souci. Je dis, on évoque ici le cas de la personne qui prend le compte et qui peut faire des mouvements dans le compte comme si c'était vous. Dire que intuitif, comme si c'était vous, à votre place, à vos lieux et places en réalité. Bon, sur l'histoire de ce matin, vous allez peut-être dire un mot sur le volet technique.
avec ces recouvrements qui sont engagés par cette femme, et ensuite sur ce qu'elle considère comme étant une trahison vis-à-vis d'elle par rapport à cette femme qui est connue à l'extérieur, et pourtant justement elle prétend être l'épouse légitime et officielle de ce monsieur. Non, elle ne prétend pas, elle est. Bon, mais là, Non, après, elle est. Non, le problème Oui. primordial, ce n'est pas l'infidélité de l'homme, c'est le délitement des valeurs morales de la société. Je vous dis souvent ici que nous n'avons plus de société. Nous n'avons plus de société. Vous ne pouvez pas. Regardez le comportement des 5 associations. Laissons la banque. Moi, je ne maîtrise pas la loi qui régit le secteur bancaire. Est-ce qu'on peut signer le chèque? Est-ce qu'il allait signer pour prendre l'argent même et tout? Est-ce que le monsieur pouvait bien être dans la possibilité de signer un chèque, un dossier, donner sa carte d'identité et tout? Voilà. Donc, pouvait donner de l'argent. Mais au niveau des associations, c'est ça qui me semble primordial. Les associations avec ce type de comportement, ça veut dire qu'ils ne sont pas des associations. Ne sont pas des associations. Admettons, prenons le cas extrême où le monsieur venait à mourir. Ça veut dire que les membres de ces associations ne connaissent pas son enfant, sa femme ne connaît pas ses enfants. Il a présenté une autre femme, oui. Ça, c'est le règlement intérieur qui dit, si tu n'es pas là, on remet à tel. Maintenant, ces associations-là n'ont donc pas rien à réguler dans votre vie. Ça veut dire que dans la société, on se fait des reproches. On se fait des reproches. Deuxièmement, on sait qu'il est malade. C'est notre membre, il est malade. Personne, l'association n'a pas daigné envoyer quelqu'un aux cheveux. Il est malade, ça veut dire que cette association est tout sauf association dans le cadre africain du terme. Quand je dis cadre africain, ça veut dire quoi? Vous venez, quelqu'un qui veut, j'allais dire, une intervention de l'association pour recouvrer la santé. On dit non, nous allons t'aider quand tu vas mourir. Ça, ce n'est pas une association. Je pense qu'on vit ça de plus en plus. Ou quelqu'un, peut-être par une cataracte qu'on veut opérer, personne ne se mobilise pas. Mais il suffit que tu décèdes, tu vas voir les millions vont passer, on va dire oui, le budget est à 3 millions, tel va commencer, tel enfant va... Mais ça, c'est des conneries, permettez l'expression. Ce n'est pas des associations, c'est des conneries. Quelles sont ces associations qui ne veulent pas, qui ne peuvent pas venir en aide à un de leurs camarades, à leurs membres, pour recouvrer sa santé? Quelle entraide on prescrit donc au sein des associations? Moi, c'est le volet qui me semble fondamental. Et justement, l'autre volet est la conséquence du premier. Mais, Bombo, est-ce qu'il ne serait pas simple pour cette femme de rentrer en contact avec l'autre femme, le temps de s'entendre, récupérer l'argent et de sauver ce qui a sauvé? Non. De la vie de son mari? Non, non, non et non. Elle ne doit même pas la chercher. Et c'est une bonne femme. Oui, elle ne doit pour pas. Un cas aussi, pour un cas aussi délicat. Oui, justement. Et cette femme, c'est une bonne femme. Elle se préserve même d'énerver son mari qui est dans une situation compliquée à l'hôpital. Elle dit, comment je peux lui faire ça? C'est-à-dire, elle se réserve. Elle se dit, voilà, on n'a pas d'argent, certes. C'est lui qui est la cause du malheur qui lui arrive. Mais si je lui dis ça encore maintenant, il risque d'être encore plus plongé dans la malheur. Voilà une bonne femme. Voilà une bonne femme. Il s'est dit, bon, il a refusé, il m'a refusé son argent, parce qu'il a considéré que c'était son argent. Je ne fais pas partie de ce patrimoine. Bon, je peux me débrouiller moi-même. Peut-être maintenant, elle pourrait aller explorer d'autres pistes, ses propres, elle en disant, mon mari ou bien ses frères ou ses sœurs, dire, mais ce monsieur, il est méchant. Et ces associations aussi, permettez l'expression, c'est des conneries. D'accord. C'est pas des associations, ça. Bon, c'est compris, c'est des conneries. Vous l'avez répété plusieurs fois. On comprend bien pourquoi vous insistez sur ce terme. Karine, qu'est-ce que vous relevez ce matin? La bonne claque pour les hommes malhonnêtes. La bonne claque pour les hommes malhonnêtes. Prochainement, ils vont réfléchir à 2 fois avant de savoir ce qu'ils font dehors.
Quand vous avez une femme avec laquelle vous avez passé 25 ans de votre vie, c'est une partie, c'est un quart de siècle que vous mettez là, vous gousillez, juste parce que vous avez, je sais pas, n'importe quelle, une petite minette, vous a un peu tourné les reins dehors, vous avez pensé que, en fait, la vie se limite. Voilà un homme qui réfléchit avec la libido. Le voilà, que sa libido le soigne. Parce que cette femme qui est dehors est capable d'aller prendre, puisqu'elle peut le prendre cet argent et disparaître. Il n'y a pas de garantie. Mais c'est bon pour lui. Parce qu'à un moment donné, quand même, à force de trop parler, il faut que ça touche une personne pour que les autres sachent de quoi on parle. On dit sur ce plateau que la complicité que vous devez avoir avec votre épouse devrait rendre des gens jaloux. Voilà un homme qui expose sa femme devant ses amis. Et aujourd'hui, ses amis connaissent qu'il a une femme qu'il ne connaît même pas, qu'il a des réunions, ou encore une femme que nous on ne connaît même pas, et qui a ses enfants. Non, mais à un moment donné, quand même, il faut que lui-même il se couche dans le lit d'hôpital là, que ça lui donne même un AVC. Seulement le fait de penser, seulement le fait de penser, seulement le fait de penser à ce qui se passe. Sa femme ne lui a même pas dit la vérité parce qu'elle ne veut même pas. Mais je pense qu'il sait. Mais si ça avait été vous, vous auriez dit la vérité. Non, moi je lui aurais dit vraiment. Pour qu'il trouve une résolution. Vous le précipitez? Non, je vais pas penser au côté précipitation. Non, mais c'est parce que sa femme, c'est une femme qui est âgée, qui sait comment et tout. Si elle a pu rester aussi discrète pendant longtemps et que son mari est jusqu'à 5 associations où on ne la connaît pas, il dit 5, 1, 2, 3, 4, 5 où on ne te connaît pas, ça veut dire que tu es très discrète. Parce que généralement, quand on fait des associations, il y a des associations qui marchent. Parfois, on arrive chez vous. Ça veut dire que quand on arrive chez lui, pas chez l'autre femme. Si ça tourne, parfois on arrive chez lui, pas chez l'autre femme. Donc, véritablement, c'est lui qui a exposé sa maladie. Et peut-être que sa maladie est même causée par cette femme en qui il a toute confiance et en qui il a versé. Même son compte bancaire, il a... Non, monsieur Fopussi. Mais qu'est-ce qu'il peut expliquer? Soit... Il a mangé quelque chose, mais sauf que cette excuse est trop facile. Soit c'est quelqu'un qui a été envoûté par un tout de rein. Non, mais est-ce que vous ne... Ce qui est bien. Ce qui est bien. Est-ce que vous ne reconnaissez pas qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes femmes là dehors qui n'ont que ça en tête, en réalité? Vous avez votre cerveau, vous les hommes. Vous dites que vous êtes les chefs de famille. Vous dites que vous êtes les pères de famille. Quand vous parlez, personne ne tousse. Mais vous avez d'ailleurs une minette parle, vous toussez. Une minette par un paradoxe. C'est grave. C'est un paradoxe. À la maison, vous êtes des pachas. Chérie, vraiment, je veux masser tes pieds. Chérie, vraiment, il faut que je mette l'autre. Tu t'es à laver, tu manges quoi? Quand vous arrivez dehors. Voilà. Le compte bancaire, la réunion, tout est là. D'accord, et maintenant, compris. vous voulez que la pauvre femme, qui ne savait même rien de tout ça, elle en paye les frais. J'aime beaucoup votre zeste d'humour quand vous dites ça. Alors, Charles Hamel, mais là, soyons honnêtes, cet homme n'a rien pour sa défense. Hein. Soyons honnêtes quand même. Hein. Cet homme, vraiment, il est plongé. Il ne peut pas se prévaloir de sa propre turpitude. Monsieur Eric Fopussi, cet homme est un innocent. Vous plaidez c'est un innocent. Non coupable pour cet homme. C'est un homme malheureux, monsieur Eric Fopussi. Nous avons deux types de femmes. Ou bien chaque homme a deux types de femmes. Plus un bonus. Il y a la femme de sa vie. Et il y a la femme de son cœur. La femme de sa vie, c'est celle qu'on épouse. Et qu'une fois épousée, tape les mains et dort. La femme de son cœur, c'est celle qui multiplie les actions pour consolider. Nous avons des femmes qui jouent les deux rôles. Elle joue en même temps la femme de la vie et la femme du cœur, monsieur Eric Fopussi. On a vu des hommes et on les voit dans la ville. Lorsque 18 heures sonnent, rien ne le retient dehors. Même si vous avez les chaînes de Cerbère, il réussit à vous abandonner pour entrer chez lui, monsieur Eric Fopussi. Parce qu'il va retrouver la femme de sa vie et la femme de son cœur. C'est la faute de la femme, pourquoi? Parce que pendant 25 ans, elle s'est retirée de la vie familiale. Vous avez des femmes, monsieur Eric Fopussi, lorsque vous lui dites, chérie, ben, ce soir, j'ai envie de prendre une. Est-ce qu'on peut aller prendre une? Elle dit, chérie, pas. Je reste avec mes enfants. Mes enfants sont là-bas. Vous avez une femme, lorsque vous avez envie de causer, s'il vous plaît, je m'exprime. Vous avez, lorsque vous voulez discuter avec la femme, elle est préoccupée par ses deuils, ses voyages, ses ceci. Elle n'est pas du tout intéressée à vos choses, monsieur Eric Fopussi.
Nous avons des femmes comme ça qui ne se contentent que de leurs enfants. Elles sont venues en mariage faire les enfants et elles ne vivent que pour les enfants. Vous arrivez à la maison, à peine vous voulez manger, dès que l'enfant crie, on vous abandonne pour aller s'occuper de l'enfant. Vous rentrez dans votre chambre, vous êtes à peine couché, vous pipez votre femme parce que ça ne va pas au niveau du 3e sens, vous voulez visiter le 7e ciel. Elle vous dit, je finis avec les enfants et j'arrive. Vous avez des femmes qui ont épousé les enfants et non les maris. Vous avez des femmes qui ont épousé les enfants et non le mari, oubliant qu'un jour les enfants vont partir. Les abandonnent. Donc, monsieur Eric Fopoussi, on est arrivé à ceci que... Et dans cet homme a... Non, mais Il prendre l'argent. Imaginez qu'il fallait... Nous avons... Non, j'ai pas fini. Combler le vide. Non, c'est pas fini. Vous avez des hommes qui se battent à tout offrir aux femmes. Des vêtements, des tenues et tout, monsieur Eric Fopoussi, mais des femmes qui ne savent pas se mettre. Je n'insulte pas la gente féminine, mais je précise, il y a des femmes qui savent se mettre, parmi toutes les femmes. Mais il y a d'autres femmes, monsieur, il faut aussi qui ne savent pas se mettre. Vous avez des femmes belliqueuses, au comportement inacceptable. Lorsque vous êtes assis, vous commencez à consommer une bière, dit on rentre. Normalement. Il faut déjà que je rentre. Mais vous parlez trop, vous êtes commentateur de mes propos. Elle dit on rentre. Vous voulez dire un mois, dit je m'en vais. Je m'en vais, on ne reste plus ici. Soit il commence à attacher le visage comme ça là, mettant mal à l'aise vos différentes personnes. Un homme, la bière ne se boit pas sans femme, monsieur Rifo. Je suis désolé. Ça fait partie des circonstances agréables au niveau de la consommation. On a besoin de sourire, les sourires de la femme de sa vie ou la femme de son cœur. L'homme, monsieur Rifo possible, s'est retrouvé dans cette circonstance où il était abandonné par sa femme. Oui. Il était littéralement... Parce que regardez, ce n'est pas facile que vous vivez. Ça veut dire que s'il a acheté un terrain, la femme n'est pas au courant qu'il a acheté un terrain. S'il a fait, il a pu avoir un compte, elle n'est au courant de rien. Elle s'est coupée de la vie. Il y a des petites questions que les femmes posent, monsieur il faut possible. Vous êtes couché sur le lit, mais comment était ta journée? Comment tu es rentré? Si pendant que le gars rentre, elle entre dans l'été l'enfant, d'ailleurs, elle a peut-être dans l'été l'enfant, elle n'a pas le temps de venir discuter avec son mari. Toutes ces choses frustrent l'homme. Vous avez votre patron qui vous crie. Vous avez la société qui vous emmène. Vous avez votre famille qui est sur vous. Vous avez vos amis. Monsieur il faut pousser. Quand vous entrez chez vous, votre maison devient un bunker. Votre maison devient un bunker où vous venez vous réfugier. Vous avez besoin de vous libérer l'esprit. Et c'est là où on interpelle la femme. Je termine en disant, monsieur, il faut pousser, que les occidentalisés disent l'homme naît et grandit auprès de sa mère, vit chez sa maîtresse et meurt chez sa femme. Ça, c'est ce que dit le proverbe des occidentalisés. L'homme naît et grandit auprès de sa mère, vit chez sa maîtresse et meurt chez sa femme. Il meurt alors chez sa voilà, maîtresse. C'est un chemin qui me semble cohérent quand on écoute l'histoire de ce matin. Alors, il me semble aussi que j'entends ça dans les discours des uns et des autres, qu'il y a des femmes de sortie. Il y a des femmes de sortie, des femmes avec qui on sort. Là. Toutes les femmes, même mariées, sont les plus bonnes femmes avec lesquelles il faut sortir. Mais ces femmes, à un moment donné, se refusent d'accompagner leur mari. Monsieur, il faut aussi. On peut comprendre qu'une femme dit, je n'accompagne pas mon mari parce que lorsqu'il boit, il saoule. Si elle avait dit, on aurait compris. Quand on arrive, ça finit en bagarre. On aurait compris. Mais monsieur, il faut si votre mari n'est pas là. Celui que vous avez pris n'est pas si affreux ni hideux. Accompagnez vos maris. Sortez avec vos maris. Tous les dimanches sont faits pour visiter la famille. Préparez des repas et sortez avec vos maris. À aucun moment, elle a dit qu'elle voulait sortir avec son mari. Au contraire, je suis la victime. Elle se plaint. Ça peut être le genre de femme qui va uniquement dormir dans la chambre des enfants au moment où son mari a besoin d'elle, monsieur. Il faut aussi. Remplissez vos devoirs en tant que femme. D'accord. Alors, Dominique Audrey, on termine avec vous vraiment shortly. Hein? Oui, shortly, I want to say that. Oui. Elle est puissante, Dominique Audrey. Brièvement, j'ai envie de dire que c'est triste de voir qu'on se met avec un homme, on fait des enfants avec cet homme pour que cet homme devienne jaloux de son propre enfant. Vraiment, c'est être un peu... Moi, si on est chez son parent, on grandit, on vit chez sa maîtresse et on meurt chez sa femme, qui sort de l'hôpital général et qu'il a à attendre la mort entre les mains de Maggie, tout simplement, puisque c'est comme ça que les choses vont être faites. C'est là, il va mourir. Oui. Moi, cette femme, vraiment, j'admire son courage. C'est une femme très forte. Vraiment, je ne sais pas s'il y a encore des femmes comme ça, mais je ne suis pas sûre que moi, j'aurais pu. Parce que vous mettez avec un homme
avec qui vous consacrez toute votre vie, parce que j'imagine que c'est vers 25 ans, 23 ans qu'elle a décidé de se mettre avec cet homme-là. Et toute cette vie-là, vous êtes avec un homme qui réussit à vous cacher des choses. Moi, j'ai du mal, ici, sur ce plateau, lorsqu'on passe le temps à dire que la femme ne parle pas avec son mari, la femme ne fait pas ci avec son mari. Mais cher monsieur, on est tous caractériels. Il y a des femmes qui ne sont pas même d'entamer la conversation. Vous, monsieur, vous pouvez entamer la conversation. Pourquoi vous ne le faites pas? S'il y a des femmes qui le font, il y en a qui ne le font pas. Les hommes ne sont pas des êtres exceptionnels qui ne doivent attendre que le premier pas vienne toujours de la femme. Si vous, homme, vous savez comment on s'habille bien pour plaire à sa femme et que votre femme visiblement ne sache pas comment agencer les tenues ou les couleurs et autres, montrez à votre femme comment le faire. Si moi je ne sais pas, si un enfant, on ne tient pas la main à un enfant qui ne sait pas marcher, jamais il ne saura. Jamais il ne saura. Arrêtez d'avoir des récriminations sur les femmes qui ne font pas ci, qui ne font pas ça, qui ne font pas ça. Arrêtez de draguer vos maris. La femme est le berceau de l'humanité. Monsieur Batou, mais quand même, Dominique, j'ai une petite question, juste une toute petite question comme ça pour vous. Est-ce que pour cette femme au moins, c'est pas l'occasion de se remettre elle-même en question? À quel niveau? De se dire que 25 ans avec un homme qui n'a jamais eu confiance en moi? Ça doit m'interroger. Qu'est-ce que je faisais avec lui pendant 25 ans? Vous voyez qu'à un moment donné, c'est une claque. Non, c'est un homme qui a une double vie. Oui. Et aujourd'hui, malheureusement, les hommes brillent par ça. Mais sauf que tous les hommes qui ont une double vie ne se comportent pas comme ça. Vous croyez? Il y a des hommes quand même qui, non. Il y a quand même des hommes. Elle souffre à la maison. Elle ne souffre pas, au contraire. Oui. Elle ne souffre pas. Elle se serait posé les questions si cet homme-là ne payait pas le loyer, s'il avait les aérés, s'il ne rationnait pas. Donc, vous avez un homme qui vous met à l'aise, qui vous donne tout, mais il a une autre vie à côté. Si vous êtes comme ça, vous n'avez pas envie de vous poser des questions parce que vous vous dites que non, il est transparent. Mais si elle avait un mari qui était absent à un certain niveau, certainement elle se serait interrogée, elle dit, mais attendez un peu, cet homme tous les jours, je lui tourne le dos dans le lit. Comment est-ce qu'il fait? Comment est-ce qu'il se contient? Il ne rationne pas alors qu'il va au travail, il a un salaire. Où est-ce qu'il rationne? Elle se serait posé des questions. Donc ça, c'est une femme exemplaire qui ne s'est pas plaint de ce que son mari ne rationne pas, que son mari ne sort pas avec elle. Voilà. Et M. Mbachou dit que non, il faut sortir avec vos maris. Mais vous savez aussi qu'il y a des hommes qui refusent de sortir avec leurs femmes. Parce qu'ils estiment que non. Non. Il y a une plénitude de stratégie féminine. Constatez bien que Bombok est très calme. Qu'elle ne fasse rien. Bombok est très calme. C'est que cet homme a cherché ça. Non, mais Bombok est très calme. On va s'arrêter là pour l'histoire de ce matin, madame, messieurs. Merci à vous, Dominique Audrey Oyengelek. On va prendre tout de suite la colère de Charles Hamel. À tout de suite. Je m'interroge ce jour sur la question de l'erreur, mieux, de la faute médicale dans ce pays. Les erreurs médicales constitueraient la troisième cause de décès au Cameroun, derrière les maladies cardiovasculaires et les cancers. C'est 20 fois plus que les accidents de la route et selon les calculs, cela pourrait être la troisième cause de mortalité dans notre pays. Quelle est la différence qui existe entre la faute médicale, l'erreur médicale, la maladresse médicale, l'erreur de diagnostic, l'imprudence médicale, la faute dans le suivi médical, l'omission de porter secours? Je veux bien comprendre quelles sont les différences qui existent. Savez-vous que selon l'Organisation mondiale de la santé, environ 8000 personnes meurent chaque année au Cameroun, pas ailleurs, de suite d'une erreur médicale. Ces chiffres sont le résultat d'une enquête menée en 2014 par l'OMS au Cameroun. Savez-vous que de nombreuses personnes sont victimes chaque année d'accidents médicaux ou d'erreurs médicales pouvant pour certaines personnes provoquer des séquelles sévères et définitives?
Savez-vous que le chiffre des personnes atteintes est difficile à déterminer car la majorité des personnes victimes ne déclarent pas leur accident ou leur erreur médicale. Les hôpitaux camerounais et les erreurs médicales entretiennent une relation incestueuse. On se souvient notamment de l'histoire de ces nombreuses personnes devenues définitivement infirmes à la suite de l'injection d'un médicament contre le paludisme appelé Kinimax, du médecin généraliste qui n'effectue pas le bon diagnostic ou tarde à le poser, jusqu'aux négligences graves aux urgences ou au bloc opératoire. Les erreurs médicales concernent tout le corps médical. Savez-vous qu'au Cameroun, chaque erreur médicale a sa propre histoire. Les erreurs médicales au Cameroun portent sur la négligence ou l'imprudence, confère le rapport 2014 OMS. Négligence ou imprudence, la compresse que le chirurgien oublie dans le corps du patient opéré. Défaut d'information du patient. Le médecin n'alerte pas le patient sur les contre-indications d'un traitement, sur les risques d'une opération. Messieurs, on vous opère, point final. On ne vous présente jamais les risques. Erreur grossière de diagnostic. La fracture évidente que le médecin ne voit pas sur la radio. Erreur de traitement. Médicaments inadaptés ou surdosés. Une crise allergique grave qui aurait pu être évitée si le médecin avait interrogé le patient. Erreur technique. Mauvaise manipulation d'un outil d'examen, d'une seringue. Rappelons-nous qu'en 2013, nous avons eu l'ensemble des patients qui avaient eu affaire dans un hôpital public de la ville de Douala, le scanner se retrouvait avec un point sur le cerveau. Un même point sur le cerveau qui avait donné lieu à une imagination d'un cancer, d'un début d'un cancer. Ce point avait poussé tous les différents patients à être mis en chimio et à consommer des produits. C'est un jour qu'on s'est rendu compte qu'il y avait la poussière sur la lentille. La poussière sur la lentille de ce scanner. Combien de patients sont décédés pour avoir pris des médicaments qui n'étaient pas adaptés? Point d'interrogation. Rappelons-nous du cas de Bachindam. Ce monsieur qui aujourd'hui est responsable d'une association d'handicapés là-bas à Fouman, qui a glissé dans la cour et par erreur médicale, mauvais diagnostic, mauvaise prescription, s'est retrouvé définitivement handicapé moteur. Rappelons-nous du cas de Bénézère, un enseignant interné en urgence dans une clinique privée pour une occlusion intestinale. Les résultats d'examen vont ensuite révéler que des compresses en décomposition ont été oubliées dans son ventre lors d'une opération chirurgicale effectuée dans une formation hospitalière publique. Nelson, quant à lui, a passé 7 ans avec un tuyau de 25 cm dans le ventre, un objet oublié dans son corps après une opération chirurgicale. Après des années de douleur, ce n'est que récemment qu'on a pu le délivrer de cet instrument de torture qui lui triturait les entrailles. Rappelons-nous du cas de Raoul, un jeune homme de 22 ans, souffrant de diabète, qui a trouvé la mort après que 2 infirmières lui aient injecté une dose de 500 mg d'extensiline en intraveineux. Un médicament qui, selon un avis médical, devait être uniquement administré sous la forme intramusculaire. Rappelons-nous du cas de M. Kamga, où le médecin avait prescrit une échographie à son épouse, tout en lui imposant où il devait aller le faire. Une fois rendu dans ce laboratoire, le radiologue, après examen, a dit que son épouse avait un myome idatiforme et que par conséquent, il fallait absolument faire un curettage. Ce qui a été fait, et un prélèvement avait été fait sur les restes du fœtus. Et enfin, après Fotis, on a révélé qu'il n'en était rien. Elle ne souffrait de rien et venait de perdre un bébé pour rien. Que dire du manque de sérieux de cette infirmière qui a administré 4 flacons de Gardena à un adolescent dans sa perfusion en 24 heures au lieu d'un pour 24 heures comme précisait l'ordonnance qu'elle tenait toujours dans la main. Terminons avec le cas de Madame Manan, âgée de 30 ans, à qui on a diagnostiqué un cancer des poumons à l'hôpital général de Douala. Elle a été rapidement mise sur chimio
pendant 2 mois avant de découvrir après conseil et complications médicamenteuses que ce n'était qu'une pneumonie. Voilà, M. Bachoucha Lamel, dans le texte, dans l'attitude aussi. Ce matin, bravo pour cette chronique qui est dans l'air du temps et on est en droit de le dire. Ce qui est intéressant dans les termes erreur médicale ou faute médicale, c'est bien de comprendre quelle est la différence. Vous savez que la frontière entre l'erreur et la faute médicale est très ténue. Généralement, on parle de faute médicale quand l'erreur médicale a été considérée fautive par un tribunal, par une instance judiciaire en général. Donc, on voit très bien que faute médicale, erreur médicale, la frontière est très mince en réalité dans le jargon qu'on soit, dans le jargon médical ou le jargon judiciaire. Alors, ce qui est aussi intéressant de souligner, c'est que on dit le plus souvent, et c'est un adage latin qui le dit, errare humanum est, l'erreur est humaine. Donc ça peut arriver que quelqu'un, qui a toutes les capacités pour faire un travail, puisse se tromper. Ça arrive aussi dans le métier de journalisme, mais il y en a qui, de bonne foi, donnent une information qui s'avère par la suite une information fausse. Donc, Une compresse. Oui, de bonne foi. Donc, non, je vous dis que ça arrive, il faut qu'on parte de ce principe-là. Maintenant, vous avez évoqué les cas de négligence qui peuvent justement faire ici rentrer les insuffisances que le plus souvent sur ce plateau nous notons du système de santé de nos pays du tiers-monde malheureusement et qui, comme vous l'avez fait dans les différents cas que vous avez cités, viennent de conforter ce que nous pensons. Mais en réalité, restons dans l'idée que l'erreur médicale peut arriver. Maintenant, bon, Bengan, vous avez, on va dire quoi, l'autoroute libre pour nous dire ce que vous pensez. Non, moi, je comprends que Charles Lamel ait posé le problème sous cette forme. Mais moi, je pense que nous ne pouvons pas encore parler dans le Cameroun actuel de fautes, d'erreurs et tout ça médical. Nous sommes encore dans le règne de la débrouillardise médicale. Nous sommes encore dans le règne du tâtonnement médical. Nous n'avons même pas encore posé l'embryon de ce qui pourrait être la médecine dite moderne de demain. J'insiste. J'ai dit, nous n'avons même pas encore, nous ne pensons même pas encore à poser ce qui pourrait être l'embryon de la médecine dite moderne. C'est le tâtonnage, on fait la débrouillardise médicale. C'est ça. Vous ne pouvez pas m'expliquer que les médecins qui, lorsque la petite fille a les règles douloureuses, on lui prescrit certains anti-inflammatoires et qui te dit également que ces anti-inflammatoires-là, oui, peuvent même demain empêcher, te rendre infertile. Oui. Donc ta conception risque d'être difficile, tu risques d'avoir des problèmes de conception, des troubles de conception. Oui. Mais ça veut dire quoi ces médecins-là? Comment vous appelez ça comment? Deuxième chose. Vous questionnez la formation. Oui, absolument. Deuxième chose, lorsque hier encore à notre époque, nos femmes, nos mamans accouchaient sans césarienne. Aujourd'hui, vous me parlez de développement de la médecine a évolué. Et c'est là où les filles, presque toutes, passent par la césarienne. Que faisait-on à Yos? Je parle, moi, nous, on est de l'arrière-pays. Nous, on ne venait même pas à Douala, à Yaoundé. Nous, on était à Yos, on était en Banga, on était à Djoum, on était en Kolvolan, on était en Donenkeng, on était à Metet, à Nongal, à Sakbayemi et tout. Nous, c'est à Yoko, à Yagoua. C'est là où nous, on accouchait. Et il n'y avait pas de problème. Une femme pouvait, quelquefois même, on mettait 4 branches. Quand la femme commençait le travail dans un village, on les met sur les branches, on va au centre de santé le plus proche qui était généralement entretenu par certains missionnaires et elle accouchait sans problème. Aujourd'hui, on n'accompagne même pas la femme. Vous me dites que vous êtes dans le développement de la médecine ou en pleine Douala, on fait les échographies des femmes enceintes, on fait l'échographie et ça sort flou.
attendez, vous me dites quoi? Nous sommes dans le règne de la débrouillardise médicale. Donc, en fait, il faut dire aux Camerounais... Donc, c'est à partir du moment qu'on aura un plateau technique digne de ce nom, qu'on pourra évoquer la question de l'erreur médicale, la faute médicale, avec beaucoup plus de certitude. À partir du moment où l'ordre des médecins et l'ordre des pharmaciens du Cameroun vont quitter sous le joug de leur ministère. L'ordre des médecins ne peut pas tenir une assemblée générale si le ministère de la Santé publique n'a pas donné son OK. Il en est de même de l'ordre des pharmaciens. D'abord, je pense qu'il n'y a pas longtemps, l'ordre des pharmaciens avait eu 2 bureaux parallèles. Oui. Attends, est-ce que l'ordre des médecins qui vous dit, à travers son vice-président de l'époque, professeur Tétagne, que Kouma Tekel était mort 3 ans avant d'arriver à la Quintini, tout ça, et que le même ordre des médecins ne puisse pas nous dire de quoi est mort Monseigneur Bala, alors qu'il y a eu une autopsie qui est passée. Après, on vous dit que les experts venus d'Allemagne d'Interpol ont dit que... Mais que dit l'ordre des médecins? Bien, donc, il y a comme ça, et jusqu'au moment où l'ordre des médecins va commencer à rendre public les sanctions au sein de l'ordre, en vous disant que Mbombo, là, ce n'est pas médecin. Son cabinet, on vient fermer. Au moment où le gouvernement va enlever des GIC, parce que les GIC, il existe des GIC santé, dont le ministre en charge de l'agriculture peut délivrer les agréments pour l'ouverture d'un centre de santé. Vous me dites, vous me parlez de santé, des erreurs médicales, de tout ça. D'accord. Dominique Audrey, quel est votre développement sur cette question? Moi, j'ai envie de parler de la faute médicale. La faute médicale parce que si on va faire une sorte de recensement, on conviendra qu'à plusieurs reprises, on a été exposé à ça. Si vous voulez, la négligence un peu. Parlant par exemple de la compresse qui a été oubliée dans le ventre. Les fautes médicales sont de divers ordres. On a les fautes techniques, par exemple, avec un médecin qui vous donne un traitement qui est inapproprié, qui ne fait pas bien son travail, qui vous oublie une compresse, qui vous oublie un tuyau, qui administre de l'alcool à un bébé dans le Nord Cameroun, par exemple. Je crois que ça, c'est une faute médicale sur le plan technique. Et également, il y a des fautes que les médecins commettent sur le plan de l'humanisme. Vous devez savoir que lorsqu'on décide de vous faire une opération, par exemple, le médecin se doit de vous faire un exposé complet du traitement qu'il va vous administrer. En réalité, il faut d'abord faire le diagnostic. Mais maintenant, il ne vous donne même pas le diagnostic. On vous dit donc, juste on vous soigne, césarienne. on ne sait pas de quelle maladie vous souffrez. Il est question de demander au patient son consentement avant de le passer au bistouri. Moi, je ne suis pas sûre qu'ici au Cameroun, avant de faire une césarienne, on vous demande si vous êtes partant. Je crois qu'on vous dit juste que vous allez subir la césarienne. Alors que dans d'autres pays, moi j'ai vu, il y a des documentaires dans d'autres chaînes où le patient a la possibilité de dire non, je ne veux pas passer par une opération. À côté de ça, il y a le consentement et il y a le respect de la vie privée, le secret médical. Aujourd'hui, que vous soyez malade, si vous êtes Eric Fopoussi, Dominique Audrey Yengelek, si vous allez voir un médecin, rassurez-vous, demain, au sortir de là, sur Facebook, vous allez voir la photo de votre carnet médical sur les réseaux sociaux. Ça, c'est une autre faute et les ministères en charge de ce corps-là doivent prendre leurs responsabilités. Oui. D'accord. Karine, à vous. Hein. Tout ce qui me chagrine dans cette situation, c'est que la plupart du temps, les coupables ne payent pas pour leurs erreurs. La plupart du temps, lorsqu'ils le font, ils sont parfois protégés. Et s'ils sont des fonctionnaires, parfois on les envoie, on les affecte ailleurs. Mais généralement, je ne sais pas pourquoi est-ce que les citoyens qui sont parfois victimes de ces erreurs-là ne portent pas plainte. Parfois, même quand ils portent plainte, ils ne suivent même pas la procédure. Et à un moment donné... Vous n'avez pas l'expertise pour porter plainte au corps médical. Mais quand vous avez la compresse qui vous a créé des infections... Quand la compresse est dans votre ventre, vous pouvez prouver. Mais si cet enfant qui a été injecté de l'alcool à l'extrême nord là, sa famille peut porter plainte, c'est prouvé, les médecins peuvent prouver que l'alcool était dans le sang de l'enfant, donc c'était capable de lui donner de la mort. Nous ne savons pas que nous avons le droit de nous défendre, même si on a perdu un membre de la famille. C'est-à-dire que vous arrivez à l'hôpital par exemple, le médecin ne vous soigne pas, mais vous pouvez porter plainte, parce qu'il est passé devant vous et il ne vous a même pas posé de questions. Ça se fait.
Parce que vous ne prêtez... Votre travail, c'est prendre soin des gens. Et lorsque vous arrivez à l'hôpital, vous trouvez que quelqu'un est malade et que vous avez commencé à lui administrer des soins. À un moment donné, vous voyez que ça n'est réussi, ça ne marche pas. Expliquez à la personne que voilà. Mais on ne vous explique pas. On change directement de traitement. C'est ce qu'ils font généralement. C'est-à-dire que vous commencez un traitement, après, à un moment donné, on vous dit que ça n'a pas marché. On change de traitement. Vous êtes devenu une souris de laboratoire sur laquelle on essaye tous les médicaments qui existent. Alors, moi, je veux juste dire que à la décharge des médecins, les médecins ont l'obligation de moyens, pas l'obligation de résultats. Il faut qu'on soit d'accord sur ce principe-là. Et je rappelle que Errare Humanum Est, c'est un tribunal qui prononce... Il se cache pour ça, pour nous envoyer au niveau... Non, mais ça fait déjà trop d'erreurs humaines. Qui prononce la faute médicale. Quelqu'un peut se tromper de bonne foi, ça peut arriver. Maintenant, c'est au tribunal, justement, d'établir qu'il y a eu justement une faute dans cette négligence qu'on évoque ici ou dans cette erreur médicale. Parce qu'il peut arriver justement donc le tribunal a un appareil de mesure de bonne foi du corps médical. Comme on parle d'obligation de moyens, il va essayer de mettre justement en perspective si ce médecin a respecté l'éthique et la déontologie dans la manière de vous administrer les soins. C'est bien cela. Parce qu'après, il y a beaucoup, comme je dis, il y a beaucoup d'émotions dans cela. Maintenant, si on veut questionner ces successions d'erreurs médicales en élargissant le spectre et en évoquant la question de la formation des médecins et même du plateau technique, c'est une autre question qu'on pourrait ouvrir sur cette antenne, Charles Amel. Monsieur Eric Fopoussi, la première faute lourde des médecins, c'est d'avoir adopté, c'est une écriture spéciale qu'on a baptisée l'écriture des docteurs. Vous allez vous faire consulter. Le docteur, là, il écrit des choses. Quand il vous remet votre carnet, monsieur Eric Fopoussi, vous ne parvenez même pas à lire. Première chose qui est écrit sur votre carnet, vous ne parvenez pas à lire. Quand vous posez la question au médecin, qu'est-ce que vous avez écrit là? Il dit, allez, l'infirmière va vous expliquer. Allez, on va vous dire ce qu'il y a là. Première erreur, vous sortez de là, après avoir dit j'ai mal ici, j'ai mal là, j'ai mal à tel endroit, on a écrit des choses que vous-même vous ne parvenez pas à lire. L'écriture déjà en elle-même est une faute lourde. Vous sortez de là, vous allez voir l'infirmière, peut-être en salle de soins. Elle dit, asseyez-vous là. Donnez-moi votre bras. Madame, c'est pourquoi? C'est ce qu'on a écrit là que je suis en train de suivre. Vous lisez ça comment? Ça, c'est mon médecin, je suis obligé de faire. Vous vous retrouvez en train de subir, et on vous administre des soins comme un cobaye. Vous ne connaissez pas ce qu'on est en train de vous donner. Je vous assure, il nous regarde à la télé. Tendez la main. On pique. Madame, vous piquez, si vous êtes en train de faire quoi? Oui, monsieur, ne me dérangez pas, je suis en train de faire mon travail. C'est la goutte épaisse, c'est quoi vous êtes en train de prélever? Tendez votre bras. Elle sort une seringue, on vous envoie ça ici pour retirer le sang, monsieur. Vous voulez faire quoi avec tout mon sang ici? Mais ça, c'est ce que le médecin a écrit. Le médecin a écrit quoi? Vous sortez de là, on est allé attendre. Vous êtes dans une sueur, vous transpirez, vous êtes fatigué, vous restez toute une journée. Ça encore, c'est une autre faute lourde. Faire attendre pendant longtemps un patient qui souffre. Finalement, on vous dit ça à 17h. Parfois, on vous renvoie sans vous donner même un moyen de calmant, histoire de vous faire calmer la douleur. D'autres rentrent, ils ne reviennent plus le matin parce qu'ils sont morts. Première chose. Deuxième chose, monsieur, il faut possible. Vous sortez de là, le médecin prend, il prescrit des médicaments, il prescrit, il vous donne l'ordonnance. On ne vous explique même pas, monsieur, il faut possible, votre pathologie, comment vous devez suivre votre traitement. Vous avez des gens qui se lèvent le matin, ils prennent le médicament, ils l'ouvrent à jeûne, ils boivent. Or que le médecin aurait dû lui dire, monsieur, c'est entre les repas. Vous devez consommer entre les repas, après 30 minutes, après 10 minutes de consommation. Les médecins camerounais ne le font pas, monsieur, il faut possible. Tout simplement parce qu'ils sont préoccupés. Il y a une masse de personnes qu'il faudrait qu'ils reçoivent à longueur de journée. Ça aussi, ça peut être compréhensible. Vous avez donc des gens qui rentrent chez eux, ils prennent la notice, ils lisent même la notice, ils ne s'en sortent pas. Je dis, il lit même la notice, il ne s'en sort pas, monsieur, il faut possible. Il se bat néanmoins à consommer les médicaments. Il prend 1, 2, 3. Quand il y a interaction, parfois, moi je me suis retrouvé avec cela, monsieur, il faut possible, qu'on me prescrit 2 médicaments. Comme me prescrit des médicaments, oui. Comme prescrit je consomme. Après, je ressens des effets. J'appelle le médecin. Il dit non, laissez d'abord ça. Le médicament n'est pas bon. Payez tel. C'est lui qui me donne l'argent. D'accord. Donc, il faut dire, monsieur, il faut aussi que je crois qu'on devrait organiser les états généraux.
les états généraux. Lorsque le chirurgien vient opérer, il faudrait qu'il soit dans de bons, que tous ses assistants soient vraiment dans une bonne préparation psychologique pour arriver. Avoir des enfants, on abandonne. Parfois, on abandonne même certains ciseaux. Hein. On a vu des gens, on abandonne les ciseaux dans l'estomac, monsieur, il faut pousser. J'en connais des gens. Mais c'est grave. D'accord. On va s'arrêter là pour cette première partie de l'émission. Madame, monsieur, restez avec nous. Nous sommes de retour dans un court instant pour la deuxième partie de ce programme. Au Cameroun, on va faire quoi? On m'avait seulement un peu blessé où il ne fallait pas dans un hôpital et ici en Mbeng. Il faut voir comment le chef de l'hôpital a demandé pardon jusqu'à dédommager même. C'est comme ça. Parfois, voilà un autre message. Je me souviens d'un médecin de l'hôpital général de Douala qui a fait faire 25 tests de VIH à une cousine et toujours en lui indiquant le même laboratoire pour faire ses prises. À la fin, il lui a demandé 3 millions, soit 10 ans, pour la soigner. Jean-Alain Pokam. Alors, chers Camerounais, apprenez à porter plainte. Ces erreurs médicales, on vous découragera, mais portez plainte. Sinon, rien ne changera jamais dans ce pays. Là, c'est Ria Ditan qui écrit sur la page. Déjà, pour porter plainte, il faudrait déjà être dans un pays de droit. Aucune sanction, alors ça va toujours continuer. Maintenant, il est malade. Pourquoi? Il n'est pas parti là où il a donné toute l'aval, vraiment n'importe quoi. Il règne Niobé. Alors, un autre message. Erreur médicale, faute médicale, c'est ce qui arrive quand ce sont les enfants des ministres, gouverneurs et autres qui sont admis au concours lorsque les vrais méritants sont dans les universités à perdre le génie qui séjourne en eux. Vraiment dommage, ce pays va de mal en pire. Ignès Nduiché qui a écrit un dernier message. Vraiment nos charlatans de médecins qui exercent parce que papa a une relation où il a réussi à avoir son concours. Ce charlatan de médecin se retrouve en train d'exercer pas par amour mais dans le but de satisfaire le parent et de remplir ses poches. Vraiment mon cher pays. Denis Léonie Métémé. Monsieur Elifou aussi, je veux dire que j'ai eu à rencontrer un médecin. Je suis rentré dans son bureau pour une consultation. J'arrive, je lui dis que j'ai mal. Il me dit détendez-vous, asseyez-vous. J'ai eu une conversation d'environ 1 heure avec lui par rapport à mon boulot, par rapport à ma vie familiale, par rapport... Alors que je venais pour moi, je savais que c'était le palu et tout, je venais pour... Après, il me dit, vous n'êtes pas malade, monsieur. Rentrez, buvez beaucoup d'eau, ça va aller. Je me suis énervé dans le bureau. J'ai dit, monsieur, c'est ce que je vous dis, je ne peux rien vous prescrire. Buvez, battez-vous à prendre minimum 4 litres et demi le matin, vous buvez à midi, vous buvez, consommez de l'eau la journée. J'ai fait ça 2 jours. Tout ce que j'avais comme souffrance, monsieur, il faut pousser, est parti. Quand je suis arrivé, on m'a dit non, il était juste de passage au Cameroun, il est rentré en Europe. Donc pour dire que je ne décris pas... Les bonnes choses vont en Europe. Oui, mais, monsieur, il faut aussi, avec les derniers cas qu'on a eu, donc je préfère, puisqu'on va en parler tout à l'heure, les derniers cas, il y a une implosion. Beaucoup d'enfants qui sont à l'extérieur préfèrent prendre désormais les rendez-vous pour leurs parents, pour les personnes malades en Europe. Je vous assure, alors je vous parle, les gens ne font plus confiance. Vous allez voir, il y aura une crise dans les hôpitaux. Mais c'est grave, je crois que le ministre de la Santé, au lieu de prescrire, comme il a prescrit, devrait se lever pour dire un ensemble de choses. Le conseil, comme Bambok l'a dit, de l'ordre des médecins devait prendre la mesure des choses et pouvoir se lever en disant non, rassurer surtout les gens que les hôpitaux, vraiment, ce qu'on est en train de dire, ça peut être, et rapidement boucler l'enquête pour qu'on soit rassuré de ce qui est en train de se passer. C'est grave. Voilà, je rappelle aussi qu'on doit être aussi humble, hein, parce que je pense qu'à un moment donné, il y a aussi un manque d'humilité de la part de certains patients. Quand vous allez à l'hôpital, il faut laisser le spécialiste vous consulter. Il y a beaucoup de gens qui aiment jouer aux apprentis sorciers en voulant faire la leçon aux médecins. Monsieur Eric Fopoussi, à un moment vous arrivez à l'hôpital, un jour je suis allé dans un centre de ce côté de l'Orpom, je préfère taire le nom, je suis arrivé là-bas à 6 heures, monsieur Eric Fopoussi. Vous savez à quelle heure on m'a reçu? Non. On m'a reçu à 12 heures pour être sorti à 6 heures pensant être le premier. Je suis arrivé à 12 heures et entre-temps vous avez des gens qui passent, le frère de la cousine, de la soeur, de X, ceux qui connaissent tel ou Y, les gens sont en train de passer devant vous. Quand vous arrivez devant le médecin, vous êtes dans quel état? Après avoir attendu de 6 heures à 12 heures, vous pouvez être dans quel état? Et ça encore, c'est l'un des problèmes de nos différents... Oui, c'est vrai aussi. Hein, c'est clair que l'accueil pose un réel souci. L'humanisation des soins, comme évoqué par le ministre de la Santé publique,
En plus de ça, il faut aussi noter que nos médecins brillent par une certaine malbouche. Pas tout le monde, il y en a qui ont eu la malbouche et qui, quand vous évoquez juste un cas d'inquiétude, vous crient dessus en vous demandant de ne pas leur apprendre leur travail. Je pense que là aussi, c'est une question de manque qui n'est pas loin du lycée d'Aqua. Il est dans les encablures du lycée d'Aqua dans une clinique privée. Lorsque vous arrivez là-bas, M. Eric Fopoussi, il est reconnu même par le personnel. Lorsque vous arrivez, on vous détecte une maladie grave ou incurable. Il ne se gêne pas pour vous dire vous allez mourir. Ne vous dérangez pas, vous allez mourir. Je dis, il n'est pas loin. Je peux citer, je dis, il n'est pas loin du lycée d'Aqua. Les gens connaissent de ce côté, je peux citer parce que j'ai été victime, monsieur Fopoussi. J'étais avec des gens qu'on accompagnait. Moi, je voudrais vous poser et puis, il y a un petit souci quand même. Hein. Je trouve que c'est cynique. Je trouve que c'est le comble du cynisme au Cameroun qu'on ait accepté que les gens viennent installer des boutiques de vente de cercueils à côté des hôpitaux. Je ne sais pas pourquoi on fait, c'est du cynisme quand total. Le même gouvernement donne au ministre en charge de l'agriculture de délivrer les agréments pour les gigs santé, ça c'est pour avoir quoi? Donc le ministère de de l'agriculture peut dire que vous pouvez ouvrir votre centre de santé ici et vous l'ouvrez. Et donc, ça se pratique toujours? Mais attendez. C'est pas l'ancien système, ça? Mais au moins, on l'a admis, non? Non, okay. Le problème mondial, il y a deux corps qui doivent travailler ensemble. Il y a les médecins, l'ordre des médecins et l'ordre des pharmaciens. Mais l'autre incongruité que l'ordre des médecins a vu de tout ça, c'est de penser qu'il détient la science infuse. Donc la médecine dite alternative, qu'on appelle la médecine traditionnelle africaine, n'est pas intégrée. Donc, à aucun moment, on dit qu'on fait des recherches. Et alors qu'il existe, que ce soit au ministère de la Santé publique ou au ministère de la Recherche scientifique et de l'Innovation, des sous-directions chargées de la médecine africaine, qui s'appelle pharmacopée. Ça existe. Au lieu de voir dans quelle mesure peuvent lier, les deux ne font pas. Alors qu'on va en Chine et en Inde, là-bas, on associe les deux. Comment on le fait là-bas et pas ici? C'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure qu'il n'existe pas d'embryon. Et maintenant, le système de santé dont vous faites allusion, comment sont formés le personnel corps médical au Cameroun? À partir des infirmiers, comment on les appelle, des aides-soignants aux médecins. Mais le Mali commence déjà à former les Camerounais en médecine. Hein. Oui, ils sont nombreux. Alors que tout le monde venait ici. Ils sont très nombreux. La Côte d'Ivoire est alors plus que... Au Sénégal également. Voilà. Alors, on va s'arrêter là pour cette séquence. Tout de suite, avec vous, Karine, on va faire la revue des réseaux sociaux. Oui. Dans le cadre de la revue des réseaux sociaux, le premier sujet que nous allons aborder concerne ces délégués du personnel de la communauté urbaine de Douala qui prévoit un sitting aujourd'hui devant la communauté urbaine de Douala suite à la décision de justice rendue par le conseil d'arbitrage le 29 octobre 2019 et la grosse délivrée en forme du mot exécutoire du 27 septembre 2018 ordonnant l'indemnisation et le paiement de leurs salaires et leurs primes. Jusqu'ici, cette décision de justice n'a pas été respectée. Les délégués du personnel de la communauté urbaine de Douala prévoient un sitting à la communauté urbaine de Douala à partir de ce lundi. Lundi 20 janvier 2020. Alors c'est intéressant parce que ce dossier est un dossier qu'on suit depuis plusieurs mois. Ça fait 33 mois que ces gens sont sans salaire, ont été licenciés. 33 mois. 3 rentrées scolaires avec leurs enfants sans avoir l'argent de payer la pension scolaire. C'est des vies de familles brisées parce qu'il y en a qui ont subi un divorce parce que leurs femmes les ont quittés, parce que n'ayant plus d'argent, les femmes les ont quittés. Donc c'est un drame que vivent ces Camerounais. Et lorsqu'on voit comment le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine Douala règle cette affaire, on a juste nos yeux pour pleurer parce que c'est grave dans ce pays avec des autorités, des dirigeants qui sont censés montrer l'exemple, qui malheureusement brillent par leur non-respect de nos institutions de la République. Il faut quand même rappeler qu'on entend beaucoup de gens qui, on va dire quoi, soutient le délégué et qui estiment que lorsqu'une décision de justice n'est pas définitive, on n'a pas à la respecter. Il faut rappeler qu'il y avait d'abord eu un premier jugement, lequel avait donné, comme vous le savez, les faveurs aux délégués du personnel. Et ensuite, la communauté urbaine a fait opposition
de cette première décision, laquelle décision a encore été favorable aux délégués du personnel. Donc actuellement, on nous signale qu'il pourrait y avoir une action menée vers la Cour suprême. C'est pourquoi le délégué du gouvernement ne respecte pas cette décision. Alors, bon, dans ce dossier, qu'est-ce qu'il faut retenir? Non, une seule chose. Il existe dans cette République les intouchables, c'est tout. Il n'y a pas de choses. Le reste, c'est des commentaires. Il a un mauvais cœur. Il existe des intouchables. Des intouchables. Vous ne pouvez pas bénéficier d'un décret, parce que pour lui, au moins, il en a bénéficié au moins de 3. Il y a un décret qu'il a nommé directeur de l'hôpital La Quintini. Il y en a un qu'il avait nommé vice-délégué du gouvernement adjoint. Voilà, délégué adjoint. Oui. Et un troisième décret qui le nomme délégué, oui, la communauté urbaine. Donc, à la faveur des décrets, ça veut dire qu'en fait, vous êtes parmi les gens qui devraient respecter les textes et règlements de la République. Vous, d'abord, les petites choses, même les moindres choses, en fait, les grands patrons ne regardent même pas ça. Comment se passe l'élection des délégués personnels des syndicats qui sont là. Bon, il laisse là-bas le responsable des ressources humaines, il s'en occupe. Il va dire seulement les nouveaux délégués élus viennent généralement, il dit, il donne les orientations, comment il voudrait que les syndicats préservent l'outil de production, ainsi de suite, ainsi de suite. Sauf que ceux-ci ont osé revendiquer un système de couverture santé pour les employés de la communauté urbaine, ce qui a été vu comme étant un affront. Voilà. Ça veut donc dire que le docteur Tonnet, médecin de son état, entre donc dans ce que dénonçait Charles Hamel. Il ferait donc partie, je soupçonne qu'il fasse partie de ces médecins qui ne voudraient pas que la médecine se développe au Cameroun. Non, mais sauf qu'il n'est pas là en tant que médecin. Hein. Si, vous ne pouvez pas être médecin. Même Philippe Douce-Blazy, il est médecin. Et Bernard Kouchner, même ministre des Affaires étrangères en France, il n'oublie pas qu'il est médecin. Médecins sans frontières. Voilà, même lorsque le premier discours de Dr Tonnet, justement, quand il arrive à la tête de la communauté urbaine, il a dit quoi? Je voudrais que les habitants de Douala supportent la petite chirurgie que je vais leur faire pour que la ville soit bien. Sachez que quand vous arrivez à l'hôpital, on peut vous faire une petite chirurgie, mais pour que vous recouvrez votre santé. Voilà l'image qu'il venait. Donc, il s'est présenté comme un médecin à la tête de la communauté urbaine. Il doit donc soigner ceux qui sont malades. Et lorsque vous avez donc un personnel qui vous dit, docteur, comme vous voyez là, on se soigne difficilement, on n'arrive pas. Au lieu de regarder les choses, très bien, il a dit non. Ça veut dire qu'en fait, il dit lui-même de manière implicite que non. De toutes les manières, je contribue pour qu'il n'y ait pas, pour que les Camerounais ne se soignent pas bien. Mais c'est quand même terrible hein, qu'il n'y ait pas de moyen de contraindre un dirigeant comme ça de respecter une décision de justice. Non, mais quand je veux dire, il y a les intouchables dans la République. Je ne peux pas, je ne règle pas. Je peux justifier ça. D'abord qu'on fasse leur réintégration dans les effectifs de la communauté urbaine et qu'ensuite, on leur paye 33 mois de salaire et primes. Le docteur Tonnet ne peut se soumettre à ça. En fait, pour que l'État du Cameroun vienne en secours à ces délégués de personnel qui ont raison, il faudrait peut-être que le ministre de la Justice, garde des Sceaux, supplie les magistrats de la Cour suprême en leur disant non, gars, pardon, enrôlez l'affaire là vite, vous prenez une décision pour que les camarades là, comme le délégué du gouvernement ne payera jamais. Donc, vous pouvez même voir là, parce qu'on a vu les décisions de la Cour. Vous êtes catégorique là-dessus. Hein? Mais je vous dis, on a vu les gens dans ce pays refuser d'appliquer les décisions même qui venaient de la Cour suprême. On l'a vu. Et là, dernièrement, quand je dis, même Christophe Nken, qui est le président de la Chambre de commerce, qui est son ami, il lui dit, mais vous fermez la boutique de la syndicaliste. Nous, au niveau de la Chambre de commerce, on avait pensé qu'il faut former les syndicalistes pour qu'ils puissent payer bien les impôts à la communauté urbaine d'ailleurs, puisque c'est vous, auprès de vous qu'on paye. Il dit, je ne prends pas, je dis, je ferme. Alors, personne ne doit ouvrir, vous allez faire comment? Charles Hamel, c'est toujours assez délicat hein, de parler de la communauté urbaine de Douala. Pendant longtemps, on s'est nourri de l'ignorance du peuple camerounais. Pendant longtemps, on a mené le peuple camerounais sur d'autres pâturages autres que celles qu'il méritait, ses droits.
Je suis content aujourd'hui que les délégués du personnel ont décidé de reprendre, M. Eric Fopoussi, pour la simple raison que j'ai eu à côtoyer beaucoup d'eux, parmi lesquels Charlie Ekanga. J'ai eu à connaître, à rencontrer. Je vois comment il vit, comment vit ce monsieur. Tous l'ont pratiquement abandonné quand je parle des membres de sa famille. Voilà un homme entièrement brisé. Il faut le dire, entièrement brisé. Vous avez votre femme qui vous quitte, vous avez vos enfants qui vous abandonnent, le manque de respect. Qu'ils vous insultent. Je me demande bien à quel sein vous allez devoir vous vouer désormais lorsque vous êtes engagé dans une action noble. Est-ce qu'il n'y a pas quelque part des complicités tacites qui se cachent sous forme de soutien officiel? Pourtant, au fond, c'est des complicités tacites. La question, il faut se la poser véritablement. Parce que je ne comprends pas. On se rappelle du cas d'Amatou Toumouna qui avait reçu, elle aussi, elle avait reçu une décision qu'elle n'a jamais appliquée jusqu'à ce qu'on enlève. Et le quoi va me faire entrer en application. Donc je crois qu'on est dans cette logique du quoi va me faire. Pendant ce temps, il y a des gens qui souffrent. Je suis content, monsieur Lifopoussi, parce que depuis peu, je vois beaucoup de Bensikineurs se balader. Ils ont désormais le code. Ils détiennent avec eux le code pénal. D'autres détiennent le code de procédure. Ils tiennent des articles. Lorsqu'il y a moins de soucis, ils sortent. Je suis content au moins qu'on est en train d'arriver à ceci, que les Camerounais sont déjà en train d'apprendre qu'ils doivent connaître leurs droits et ils ne doivent pas se laisser faire, se marcher dessus. Parce que là, on est en train de se laisser véritablement marcher dessus. Voilà des pauvres personnes qui sont à plus de 33 mois au quartier. Il y a une première décision qui est tombée, une deuxième décision qui est tombée, troisième, non. Quand même, à un moment donné, il faut avoir quel genre de cœur? Quel genre de cœur faut-il avoir pour pouvoir se comporter comme ça? Vous n'avez pas un cœur de père, vous n'avez pas un cœur de frère pour pouvoir se comporter. Oui. Il peut arriver qu'ils ont même entaché l'honorabilité. Je ne sais pas. Je dis, il peut arriver qu'ils aient même entaché l'honorabilité de monsieur le délégué de la communauté urbaine. Mais je pense qu'à un moment donné, quand on sait qu'on est très fort, on sait qu'on a le pouvoir, on essaie de baisser la main, de jouer au faible pour laisser passer. Alors, monsieur le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Douala, Dr Vriss Tonentonnet, je rappelle qu'il y a beaucoup de gens qui ont réagi suite à cette décision réhabilitant ces ex-délégués du personnel. Dans un premier temps, ils ont commencé à faire ce qu'on appelle un petit lobbying auprès de la communauté urbaine, en se rabaissant, en flattant un tout petit peu monsieur le délégué du gouvernement. Et vous avez des gens qui pensaient que non, ce n'était pas comme ça qu'ils devaient réagir, puisqu'ils ont en main une décision de justice. Ils n'ont pas à faire les salamalek, les courbettes pour qu'on les remette dans leurs droits. Et donc, c'est ainsi que s'est déclenché ça. Je voudrais quand même aussi rappeler que ce qui se passe avec Charlie Ekanga et les autres, c'est une grosse leçon pour les Camerounais, une très très grosse leçon. Je le dis parce que ce que je vous dis dans un court instant est absolument remarquable venant de ces gens-là. Il faut rappeler qu'ils n'étaient pas délégués du personnel comme ça. Hein. C'était des cadres de la communauté urbaine. C'était des cadres et beaucoup d'entre eux touchaient dans les 700 000, 800 000 francs par mois. Il faut bien qu'on soit d'accord. Donc, il faut quand même il faut comprendre le sacrifice que ces gens-là ont fait. Alors, ils disent qu'aujourd'hui, ils sont raillés parce que beaucoup leur disent que, bah, attention, vous avez de gros salaires. Pourquoi vous vous êtes embarqués dans cette affaire? C'est comme ça que pensent les Camerounais. Quand il a son salaire, quand il est à l'aise, quand il mange bien, alors il peut penser que le Cameroun se porte bien. Donc, il faut quand même saluer ces gens. Dans un Cameroun comme le nôtre, c'est pas évident que des gens qui en apparence, ont une vie normale, se battent pour les autres. C'est quand même assez rare de voir des gens comme ça. C'est pourquoi la cause qui est la leur est une cause assez noble, parce que vu le sacrifice qu'ils ont consenti pour ça, il y a peu de Camerounais, d'ailleurs beaucoup de Camerounais aujourd'hui, lorsqu'ils sont à l'aise, pensent que tout va bien, même si lorsqu'ils sortent de leur maison, il n'y a pas de route, même si lorsqu'ils sortent de leur maison, ils vont à l'hôpital, ils ont un service d'accueil qui n'est pas digne de ce nom. Eux, ils se contentent de ce qu'ils ont, ils vont très bien. Dominique Audrey, un mot sur cette question. C'est triste, monsieur Fopoussi. J'aurais bien aimé accompagner ces gens-là dans cette grève de la faim, mais moi, je ne pourrais pas tenir, malheureusement. Je ne sais pas. Il faudrait...
Père Bombok, ça retourne aussi du travail de M. Momo, n'est-ce pas? Il pourrait s'intéresser à ça. Voilà, également. Et en plus, c'est un ancien élu de Douala. Voilà, donc qui prenne... Monsieur le ministre de la Justice, Momo, merci beaucoup. Qui fasse appliquer alors la décision. Qui fasse un poste là. Vous l'appelez souvent comment? Sandetsu. Oui, qui fasse voilà, votre poste là maintenant. Oui, qu'il fasse quelque chose pour cette famille-là. Parce que ce sont des pères de famille aussi. Monsieur Fopoussi, c'est triste quand même de voir qu'au Cameroun, pour que les gens fassent ce qu'ils doivent faire, on doit d'abord aller dans la rue. Les gens doivent se plaindre. La presse internationale doit en parler. Oui. C'est salissant tous les jours. Ouais, et puis il y a un cynisme qui m'étonne. Hein. Tous les jours. Il y a un cynisme terrible. Bon, en même temps, M. Mbachoua parlait de cœur de père. Oui, c'est peut-être un père, mais ce n'est pas leur père. Ce n'est pas leur frère. Donc vraiment, il n'en a rien à parler. L'histoire ici, comme disent les Camerounais, l'actuel gouverneur du centre, Nassere Paul Béa, j'ai des sources dignes de foi. Lui-même, comme vous parliez tout à l'heure de parlementarisme de couloir, à plusieurs reprises, il en a causé avec le délégué de gouvernement, en le suppliant même. Même l'ancien préfet, Djouvoury, avait lui également... Oui, l'époque préfet ici, justement, après Nassere Paul Béa, il y a eu d'autres. Maché également. Maché, l'ancien préfet Djouvoury. Il vient de partir tout le monde. Le gouverneur, n'en parlons pas, il va à Dubois, il a supplié le délégué à plusieurs reprises. Rien. Devrait-on le supplier? On est même passé par son épouse. Donc vous parlez de cœur. Que deviendront ces gens après le régime? Voilà, d'accord. Non, on ne dira pas ça. On va tout de suite... On ne dira pas ça. Pourquoi? Parce qu'ils ne seront pas éternels en même temps. Il ne faudrait pas qu'on continue à... Non, pas ça. On va tout de suite... terminer avec vous, Karine, sur cette revue des révolutions. Oui, d'après le rapport de suivi des 100 indicateurs clés de santé du Cameroun en 2019, l'Organisation mondiale de la santé dit que le taux de suicide au Cameroun est passé de 4,9 en 2012 à 12,2 pour 100 000 habitants en 2016. Chez les hommes, il est de 17,1 contre 7,4 pour 100 000 habitants chez les femmes, d'après les statistiques sanitaires mondiales de 2019, selon le ministère de la Santé publique, qui n'a pas donné de raison probable qui explique cette tentative ou encore cette orientation vers le suicide des Camerounais. Il a plutôt expliqué que, il a plutôt expliqué que les raisons de cette, il a indiqué cependant que la cible de l'objectif de développement durable, ODD, est de réduire en 2020 d'un tiers par la prévention et le traitement des taux de mortalité prématurés. Alors, il me semble que tout récemment, on a été témoin d'une tentative de suicide à l'esplanade du ministère de l'Enseignement supérieur de du docteur Brigitte Vomo-Lecanet, qui est PhD recalé. Et nous étions tous à dire que c'est pas normal que nous soyons dans qu'on en arrive à là. Donc, avec cette enquête ou ce rapport de l'OMS, on peut bien se rendre compte que ça a presque doublé de 4,9 à 12,2 sur 100 000. Donc, c'est quand même assez grave que les Camerounais se suicident. Au Bengan, y a-t-il des raisons de se suicider? Doit-on déjà accepter d'une personne qu'elle veut se suicider? C'est vrai que c'est pas une notion très africaine, ça, se suicider. Oui, d'abord, j'ai des problèmes avec le vocabulaire utilisé par le système des Nations Unies. Il n'y a pas de suicide au Cameroun. Là, il n'y en a pas. C'est un assassinat collectif. Madame le docteur que vous citez, non, voulait pas se suicider. C'est l'État qui veut l'assassiner. Il faut dire les choses. Il ne veut pas. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Compris sous cet angle-là. Voilà. Donc, regardez vous-même comment le système des Nations Unies permet aux États de biaiser. Et on dit taux de suicide est passé de 4 à 11. Et le ministre dit non, les malades, comment je vais dire, le taux de mortalité infantile est passé de 2. Vous voyez un peu. Suicide, comment un bébé peut se suicider? Nous, on veut parler des personnes qui ont un certain âge, qui estiment que peut-être la vie est difficile, ils ne peuvent plus supporter, ils vont se donner la mort.
Au lieu de justifier, ils disent que non, il y a le taux de mortalité infantile. Non, il n'y a pas de suicide au Cameroun. C'est vrai, ceux que je peux considérer comme s'engager dans la voie du suicide, c'est peut-être nos compatriotes qui vont en Libye et tout, et que en route, ils trouvent la mort. Mais ceux qui sont ici, non, c'est les conditions. Parle de ceux qui se donnent la mort. Non, ils ne se donnent pas la mort. On a vu même les gars que Boko Haram donnaient les ceintures là-bas. Ils ne faisaient pas ça d'eux-mêmes. On parle de ceux qui, parce que j'ai dit il n'y en a pas. Qu'on revienne à de vraies statistiques. On parle de suicide. Lorsque vous estimez, comme nous sommes en train de parler tout à l'heure du comportement du corps médical, vous avez une maladie, vous ne pouvez pas supporter, vous dites faut que je rompe ma vie. Vous avez, parce que mon épouse... Non, il parle du suicide. Non, c'est du suicide. Non. Je vais dire, voilà, j'ai dit, bon, je ne peux pas vraiment découvrir que j'ai j'ai dit, j'ai un cancer de ceci, je ne pourrais pas, j'ai eu un suicide. Mon épouse est sortie avec mon petit frère, vraiment, c'est la honte de la famille, ou bien on l'a trouvé, je me suicide. Voilà ce qu'on appelle. À ce moment-là, dans une société sérieuse, on analyse le comportement social des citoyens. Même lorsqu'on analyse le comportement social des citoyens, on regarde l'environnement socio-économique de ce pays-là. Donc, lorsqu'on parle donc de cet environnement socio-politique du pays, vous regardez et vous enregistrez le discours du ministre Momo, vous regardez le discours du professeur ministre d'État en charge de l'enseignement supérieur, vous regardez et vous lisez le discours de madame la ministre Pauline Alova-Yonga, vous relisez le discours du ministère de l'administration territoriale, vous regardez le discours, vous voyez donc en fait, il y a un plan. Tout à fait. Il y a un plan pour que les Camerounais meurent. Il y a un plan pour que les Camerounais meurent. Donc les Camerounais ne se suicident pas. Se suicider, ça veut dire qu'on veut dire les Camerounais ont peur de la vie, d'affronter la vie, veulent plus. Non. Oui. Dites clairement, sont entre guillemets des mauviettes. Voilà, disons clairement que nous avons le bras armé de l'État, qui est le gouvernement, qui a mis en place progressivement une politique d'élimination de ses citoyens. D'accord. Comme on ne veut pas parler d'assassinat ou de génocide ou de tout ce que vous voulez, bon. Alors, Chalamel, est-ce qu'un indicateur comme celui-ci est pertinent pour comprendre l'état du pays, le fait que les gens se donnent la mort? Ce que je vais dire dans un premier temps, parce que nous on pense que cela fait des blancs, en réalité. Je dis bien, ce que je vais préciser dans un premier temps, c'est que c'est vous, avec Dominique Audrey Oyengelek et Karine Sontia, qui sur ce plateau protégez les femmes comme étant le sexe faible. Ici, le rapport nous dit que c'est 17,1 pour les hommes contre 7,4 chez les femmes. Donc, monsieur Eric Fopoussi, le sexe fort, c'est les femmes. Non. Oui, mais vous avez... Précision vaut la peine. Rarement on a vu une femme se suicider pour un homme. C'est toujours les hommes qui se suicidaient pour les femmes. Donc, retenez que c'est les femmes qui sont les sexes forts et non les hommes. Jésus est mort pour nous sauver de tous. C'est un homme. Disons-le donc aussi que nous aurons encore des cas de suicide. L'OMS n'a pas bien compté, qu'il se prépare à compter. Vous avez les jeunes qui sont rentrés d'Algérie, rapatriement volontaire, qui sont rentrés en 2018. Ils sont nombreux là qui sont au bord du suicide. Ils m'ont appelé, 67 000 bonbons. Ils m'ont appelé en me disant qu'ils vont choisir aller s'immoler devant le ministère des Relations extérieures ou le Premier ministère parce qu'on avait promis leur intégration. Ils étaient venus avec des diplômes. Ceux qui avaient des diplômes, on a demandé de constituer les dossiers. Ils ont fait, ils ne parviennent pas à manger. Ils sont rejetés par leur famille, rejetés par la société. À défaut de rentrer, qu'est-ce qu'il faut faire? Mourir. On a le cas de jeunes filles sages femmes qui sont sorties depuis des années, plus de 3 ans aujourd'hui, monsieur, il faut possible. En 2017. C'est l'État qui organise leur assassinat. Depuis, je dis 2017, les sages femmes qui sont sorties depuis 2017. Elles n'ont pas reçu l'attestation, elles n'ont pas reçu leur diplôme. Mais bon Dieu, monsieur Eric Fopoussi, vous parlez de quoi? Je rejoins Bamba. C'est le système qui pousse ces gens à se suicider. Qu'on arrête les histoires de dire que oh, c'est le chagrin d'amour, c'est si on a retrouvé telle voiture au lac, il y avait... Non,
on ouvrait Oui, une mais école on a vu les qui gens doit former se les gens défenestrer. en foresterie à l'ouest, on vient fermer le On a lendemain. vu les gens se défenestrer dans les hôtels. Monsieur Rifopoussi, Oui. vous n'êtes pas encore resté 3 jours sans manger. Pas parce que vous faites un jeûne. Parce que la vie vous oblige à faire le jeûne, monsieur Rifopoussi. Est-ce que vous n'en avez pas? Parce que vous n'en avez pas. Il n'y a pas d'option. Vous allez visiter les gens, on vous chasse. Vous demandez de l'aide, on vous chasse. On vous dit paresseux. Mais monsieur Fopossi, à notre époque, lorsque les gens avaient fait, quand vous allez au marché Lagos, le soir comme ça, on savait, les mamans qui vendaient le njombe, c'est comme ça qu'on appelait le macabo à notre époque, il leur dit, on voit, on sait que bon, voilà, on dit, prends, c'est ça qui reste, on n'a pas peur. Vous prenez ça, vous allez nourrir les gens. C'est compliqué. Aujourd'hui, Même on vend même les déchets. Même la tomate pourrie, on vend. Alors, il me semble quand même que quand on compare ce phénomène avec celui qui s'est passé en Europe, il y avait une vague de suicides à l'époque à France Télécom, souvenez-vous, ça a fait beaucoup de bruit. Non, l'Europe a un programme d'assistance sociale, nous on n'en a pas. Non, il y a eu des vagues de suicides. Et même mais ils ont l'assistance sociale des patrons qui se suicidaient. Vous avez par exemple eu le phénomène de burn-out qui est arrivé aussi chez eux. Ce phénomène. Mais sauf qu'au Cameroun, on veut bien comprendre qu'est-ce qui est à l'origine de cette montée des suicides. Vous avez le maître Guinée qui a failli s'immoler au port parce que les investisseurs, il a été arnaqué. La corruption a atteint un seuil. Vous avez toujours sur la toile ces derniers jours cette femme qui a créé son entreprise. Elle a acheté des engins de terrassement. Elle est rentrée, on est arrivé jusqu'à, on l'a aidé à mettre son entreprise à terre avec tous ses fonds. Vous avez ces jeunes femmes qui a travaillé dans une structure de la place, qui a aspiré un mauvais produit, monsieur Eric Fopoussi, qui s'est retrouvé. Vous pensez que les gens souffrent? On peut créer comme ça l'entreprise les gens souffrent, monsieur Fopoussi. Qui prêtait le matériel à Razel. On vient lui faire un redressement fiscal de près de 3 milliards. C'est pour faire bon, nous avons les ex-employés. Nous avons les ex-employés des entreprises. Pas tout le monde en même temps, monsieur. Oui, nous avons les ex-employés des entreprises liquidées, privatisées de ce pays. Ils sont combien? Ils étaient 1500 au départ. Ils en restent 700 parce que les autres sont morts, monsieur Eric Fopoussi. Vous avez les délégués du personnel dont on parlait tout à l'heure. Vous avez perdu femmes, enfants et familles. Vous n'avez plus personne. Vous êtes rejeté un paria. Et s'ils meurent là, c'est sûr de grève de la faim, vous allez dire qu'ils se sont suicidés? D'accord, Dominique Audrey. On les a tués. Comment vous expliquez cette montée des suicides au Cameroun? C'est quelque chose qu'on entendait à l'étranger, pas... La dépression, oui. monsieur Fopoussi. Le désespoir aussi, parce que les personnes qui se suicident sont des personnes qui, psychologiquement, ont un problème. Et ils n'arrivent plus à réguler les émotions. C'est qu'on arrive, il y a un melting pot de tout. Et finalement, on se dit, mais attendez, je fais quoi là? Je n'ai plus aucune raison de me lever le matin. Je n'ai aucune raison d'être vivant. Je ne sers à rien. Je ne peux rien faire. Je ne peux rien avoir. Je ne peux aller nulle part. Conséquence, ils se disent, ces personnes-là, que c'est la seule option. Le Cameroun en lui seul constitue un motif suffisant pour se suicider. Dominique, je vais ajouter, nous avons les gens qu'on a cassés à Bonabo, les gens qu'on a cassés tout à l'heure à la zone de marché Congo, ceux qu'on a cassés sur toute la zone là. Vous avez vu, on racontait, c'est nous qui avons même fait les reportages ici de cette maman qui s'est écroulée, elle ne s'est plus jamais relevée, monsieur Fopoussi. Vous allez passer d'avoir le suicide? On a toutes les raisons pour se suicider. Je veux dire qu'on a toutes les raisons de mourir, hein, parce que comme Père Mombaga dit que ce n'est pas le suicide. Ne pas nous donner de l'eau. Forcément, on va finir par mourir de soif. On le courant, l'eau, comme on veut. C'est quoi? Vous dites que vous allez vous suicider? Vous allez mourir de soif. N'oublions pas aussi que nous traversons une crise qui est aussi sécuritaire. Imaginez que des gens se déplacent du nord-ouest pour peut-être une ville comme Douala et arrivent ici, n'ont rien à faire. Qu'est-ce qu'elles vont faire? Qu'est-ce qu'elles vont faire? Il y en a comme ça. Généralement, les personnes qui se suicident, telles que Dominique l'a dit, sont des personnes qui ils se disent que quand elles vont mourir, tout va s'arrêter. Elles auront la possibilité de se reposer et de ne plus penser à rien du tout. Mais il y a que maintenant l'entourage a un rôle à jouer. Vous voyez? Une personne qui est... Une personne... Non, comment? Quelqu'un qui veut se suicider, vraiment, l'entourage devrait faire attention. Vous savez les personnes qui... se suicider? Oui. Il y a des signes, monsieur Mbachou. Monsieur Mbachou. Une personne qui est en passe de se suicider a généralement, par le
beaucoup de la mort, parle même de suicide. Sérieusement. Non, mais l'entourage, avant d'aller se suicider, mais vous avez forcément, raison il y a parce une que... façon de parler qui change. Oui, parce que ça me revient aussi. Vous savez que c'est aussi lié au sentiment qu'on a d'absence de justice. Au Cameroun. Oui. Vous voyez des gens qui préfèrent mourir parce que n'ayant pas réussi à avoir gain de cause sur une situation. Vous avez des femmes qui se sont fait violer pendant très très longtemps et qui malheureusement sont traumatisées pour calmer, pour en finir avec cette douleur, prennent du javel et ingurgitent du javel. Justement. Donc c'est des cas comme ça qui en appellent. Oui. Les pays musulmans ont, selon des statistiques, 0,1% de taux de suicide, contrairement à l'église catholique qui en a 10 pour 100 000 habitants. Et 0,1 chez les musulmans. Pourquoi quelle est cette différence? Pourquoi vous prenez ce cas chez les églises catholiques? Les pays chrétiens. Je peux continuer parce que ça va jusqu'en Inde et les églises de réveil. Oui, et les églises de réveil. Bon, je vais chercher. Ok. Je vais chercher, mais je me suis arrêté là. D'accord. Ok, merci. On a bien compris, hein, peut-être parce que vous savez, il y a un laisser-aller. Non, vous savez, il y a aussi c'est que chez nos amis de la tradition arabo-musulmane, il y a que là-bas, les gens respectent... non, les gens on sanctionne aussi les gens. Enfin, veut dire à un moment donné quand même. Non, là-bas c'est pas le suicide. Il ira à l'enfer. Voilà. Non, mais c'est pas le suicide. Que Allah ne te prend pas. Ah oui, d'accord. Quand tu te suicides, Allah ne te prend pas. Même chez les chrétiens, c'est pareil. Non, mais bon, sauf que vous avez des gens, des kamikazes, qui ont promis ceux-là, ils meurent pour une bonne cause. Ceux-là, eux, ils vont pas. D'accord. On va compter les gens qui meurent par kamikaze. C'est pas le suicide. C'est quoi alors? Non, eux meurent pour Dieu. D'accord, merci. Si on s'en tient à ce que vous dites. On va s'arrêter là, madame, monsieur, pour cette revue des réseaux sociaux. C'est vrai qu'on aurait aimé parler de ces choses qui ont été également, on va dire quoi, le relais ce week-end des réseaux sociaux, notamment le ministre Momo. Bref, ça a quand même fait beaucoup de buzz. On aurait dit un mot sur cette affaire du fémur. Ou de Maître Pensi, par exemple. Qui a déclaré que c'est un crime. Voilà, malheureusement. Bon, on aura l'occasion peut-être d'y revenir. Pour le coup, Karine Sonsen n'a pas eu le nez creux. Voilà, il faut le dire hein, quand c'est bon, quand c'est bon. On va s'arrêter, voilà, monsieur, pour cette chronique de Karine. On bascule au plateau B avec Consti Lamine. Consti, bonjour. Tous les clients du concept Salaka et bonjour à tous les partenaires du concept Salaka. Nous commençons ce lundi matin par la présentation et la vente de votre complément alimentaire, le Von Bio Oméga 3. Un label à retenir désormais, oui, pour ceux qui ont des problèmes de diabète, ceux qui ont des problèmes de tension, c'est-à-dire des problèmes de cholestérol, les problèmes bien sûr de courbature, je vous conseille bel et bien le Von Bio Oméga 3. Alors parlons donc de ces compléments alimentaires. Il faut rappeler que c'est un complément alimentaire qui vient tout droit des laboratoires Cedorex aux États-Unis d'Amérique. C'est un complément alimentaire qui permet de réduire les complications du diabète. Le Von Bio Oméga 3 permet également d'assouplir nos articulations. Le Von Bio Oméga 3 permet également de réguler le taux de cholestérol dans le sang, de réduire naturellement la pression artérielle. Pour rappeler bel et bien à ceux qui ont les problèmes de tension, je vous conseille vivement le Von Bio Oméga 3. Parlant toujours des avantages de ce complément alimentaire, le Von Bio Oméga 3 permet également de nous prévenir contre les AVC, de nous prévenir également contre cette maladie liée au vieillissement, à savoir l'Alzheimer. Voilà donc quelques avantages liés à la consommation régulière du Von Bio Oméga 3 et je rappelle, il est sans effet secondaire dans l'organisme. Alors comment le consommer? C'est une gélule par jour pendant le repas. Oui, je dis bien une gélule par jour pendant le repas. Le prix de votre complément alimentaire pour ce qui est du concept Salaka est bel et bien de 5 500 francs. C'est le prix du concept Salaka, bien entendu, et c'est au magasin 1001 tapis en face du Palais d'Ika, à l'entrée de la rue Mermoz, juste en face le monument du Palais d'Ika. C'est où il y a le magasin 1001 tapis. Et ceux qui sont hors de la ville de Douala,
qui ont besoin de commander leur Von Bio Oméga 3, qui ont besoin de commander leur fish oil, rapprochez-vous tout simplement du concept Salaka à travers nos numéros de téléphone et passez votre commande. Je rappelle que nous livrons dans tout le Cameroun et dans certains pays africains et européens. Voilà bien entendu les contacts du concept Salaka. À côté bien sûr du Von Bio Oméga 3, on parle également de cette lotion, de ce lait de toilette pour diabétiques. C'est bel et bien le Von Bio Lotion, votre lait de toilette pour diabétique. Votre peau, elle est délicate, elle est fragile. Alors, je vous conseille, bien entendu, Von Bio Lotion que vous allez appliquer 3 fois par jour sur les pieds et le reste du corps. Plus besoin d'utiliser n'importe quel lait de toilette. Ça, je m'adresse à nos amis diabétiques. Rapprochez-vous du concept Salaka et achetez votre lait de toilette pour diabétiques au prix de 6 000 francs seulement. Alors, parlons toujours des modalités de livraison. Ceux qui ont besoin de commander, que ce soit le Von Bio Oméga 3, que ce soit le Von Bio Libido, le Von Bio Gastro, le Von Bio Detox, le Von Bio Sleep ou alors le Von Bio Lotion, il suffit tout simplement d'appeler nos numéros de téléphone, de donner votre localisation, de donner votre besoin et le concept Salaka se chargera de faire le reste. La seule et unique chose à faire, c'est de payer tout simplement les frais de transport. Oui, pas de frais supplémentaires, rien que des frais de transport pour la livraison. Merci beaucoup et rendez-vous à 1001 tapis. On va prendre interpellation pour ce lundi 20 janvier 2020, mesdames, messieurs. À tout de suite. L'idée nouvelle pour le développement de notre cher pays, le Cameroun, moi je me base plus sur le dialogue. Vous savez, la jeunesse aujourd'hui a un problème de dialogue. Et puis on a certains grands frères aussi qui ne permettent pas le dialogue avec nous les jeunes. Donc c'est un peu ça le problème au Cameroun aujourd'hui. Mais j'espère qu'avec la grâce de Dieu ça va aller. Déjà notre président de la République a demandé que nous soyons unis. Et je demande aussi à beaucoup de Camerounais de rester un et que nous ayons le même regard comme le temps passé. Et cela va nous permettre d'avoir une conclusion positive. Bon, ça pourrait paraître brouillon, cette intervention du compatriote, mais au moins sur le fond, il dit beaucoup de choses, de bonnes choses, Boro Obenga. Et surtout, il parle de dialogue. Il faut qu'on apprenne à parler et à s'écouter. C'est très important. Ça peut dissiper beaucoup de malentendus. Nous parlons tout à l'heure de suicide, de l'hôpital et tout. Est-ce que l'hôpital parle avec les patients? L'hôpital ne parle pas avec ses patients. C'est pour ça qu'on commence à avoir peur. Donc, l'État ne parle pas avec ses citoyens. Il faut qu'il y ait des cadres de dialogue, des concertations permanentes. Le gouvernement parlait avec les opérateurs économiques et prenait en considération ce qu'on leur disait, on n'en serait pas là. C'est un peu... Ok, on va, puisque Constille Amine, voilà, on va lire quelques messages Karine Sontia. Tout de suite. On a pronostiqué à une maman à moi une insuffisance rénale en phase terminale alors que ce n'était qu'une infection urinaire. Dieu nous a aidés quand on devait la faire passer déjà une dialyse. Joby Lili Foto qui nous a écrit. D'accord, merci. Constille Amine, une fois de plus, c'est à vous. Alors une fois de plus, le concept Salaka s'installe sur ce plateau du 10-12 le Zénith pour parler toujours santé, pour parler bien-être, pour parler bonne humeur, pour parler bel et bien des correcteurs de posture. Un nom à retenir. Oui, pour ceux qui le savent peut-être pas, le correcteur de posture que j'ai encore l'honneur de présenter ce matin, voilà comment il se présente. C'est une véritable jaquette médicale. Vous avez des problèmes de douleur au niveau du dos, des douleurs au niveau du cou, au niveau des épaules. Alors je vous conseille bel et bien le correcteur de posture qui est en vente depuis pratiquement bientôt 2 mois du côté du magasin 1001 tapis. Alors parlons bien sûr des avantages de ce correcteur de posture, chers téléspectateurs. Le correcteur de posture permet d'éliminer les douleurs au niveau du dos. Le correcteur de posture permet d'éliminer les douleurs au niveau des épaules, des douleurs au niveau du cou. Le correcteur de posture, comme son nom l'indique,
permet également de nous prévenir contre le mal de dos. Il permet également de redresser notre dos. Alors, c'est plusieurs avantages que vous allez recevoir en utilisant le correcteur de posture. Oui, c'est l'occasion ici pour moi d'attirer l'attention de tous ceux-là qui passent le temps derrière un volant, de tous ceux-là qui passent le temps derrière des bureaux qui font des travaux durs, qui ne parviennent pas à marcher, qui ne parviennent pas à bien dormir, qui ne parviennent pas à se courber parce que le dos fait tellement mal. Oui, votre dos fait tellement mal. Alors la solution, elle est là. C'est bel et bien d'acheter un correcteur de posture de marque Lifescore, toujours qui nous vient de nos partenaires américains. Et je rappelle que ce correcteur de posture est vendu depuis plusieurs années aux États-Unis, en Europe et dans certains pays africains. Ça fait exactement moins de 2 mois que nous le commercialisons et le résultat est plutôt très positif. Le correcteur de posture, vous l'avez bien entendu au prix de 10 000 francs. Oui, je dis bien 10 000 francs pour un correcteur de posture neuf, pour un correcteur de posture d'origine, pour un correcteur de posture de qualité. Je dis bien 10 000 francs, votre correcteur de posture. Je rappelle bel et bien entendu, les avantages de ce correcteur de posture. Comme je l'ai si bien dit, il permet d'éliminer les douleurs au niveau du dos. Il permet d'éliminer les douleurs au niveau des épaules, les douleurs au niveau du cou. Il permet également de nous prévenir contre le mal de dos, également de redresser notre dos. Ah ben oui, c'est important de l'avoir. Quelle que soit la ville où vous êtes, quel que soit le pays, appelez directement le concept Salaka et commandez dès à présent votre correcteur de posture au prix de 10 000 francs. N'attendez pas la fin de la promotion. N'attendez pas la fin du stock. C'est l'occasion plus que jamais de commander un correcteur de posture. Plus besoin de dire que j'ai mal au dos, de dire que aïe, le cou me fait mal, les épaules, ça je ne parviens pas à dormir. La solution, elle est là. On peut d'ailleurs apercevoir les images à l'écran, comment les gens le portent. On peut lire les avantages. On peut apprécier la qualité de ce correcteur de posture que vous devriez avoir au prix de 10 000 francs, votre correcteur de posture. Nous restons toujours dans les modalités de livraison parce que c'est important d'attirer l'attention de nos téléspectateurs. Pour ceux qui ont besoin de commander un article au concept Salaka, que ce soit le correcteur de posture, que ce soit le Von Bio Omega 3 ou alors un autre article vendu au magasin 1001 Tapis, il suffit tout simplement de nous appeler, de nous donner votre ville, votre pays, votre quartier. Vous payez uniquement les frais de transport. Si vous êtes à Bonabéry, si vous êtes à Yaoundé, nous calculons les frais de transport de Aqua pour Bonabéry. Et pour ceux qui sont à Yaoundé, vous allez tout simplement être livré par le représentant de Yaoundé, nos amis de Bafoussam également, et Bolo Van Gaoundéré Garoua. Plus besoin de se faire des soucis. Commandez au concept Salaka, faites confiance au concept Salaka, parce que le concept Salaka, c'est la qualité et surtout une qualité à petit prix. La preuve en est, vous avez un correcteur de posture de qualité, un correcteur de posture d'origine, vous l'avez à 10 000 francs seulement. Avec ce correcteur de posture, adieu au mal de dos. Alors, on va rapidement lire quelques messages avec vous, Karine Sontier, de nos téléspectateurs ce matin. Ce Serge est un malade. Pourquoi avoir confronté la femme à cette situation s'il savait que ce n'est pas elle qui a présenté dans ces différentes associations? Un autre message, cette écriture, j'ai demandé à mon médecin une fois, il m'a carrément répondu que ce n'est pas important pour moi. Larissa Mogi. Comme les femmes doivent toujours avoir la pierre à la place du cœur, dites-nous ce matin, chers traditionnalistes, comment on appelle ça, s'il vous plaît. Un autre... Comment on appelle quoi? La situation de Serge. Mais on a déjà dit que c'était une bonne femme. La seule chose, elle peut se plaindre auprès de la famille de son mari. Et absolument, c'est un mauvais mari. C'est tout. Et on n'a pas dit que comme il s'est comporté comme ça, elle doit lui mettre le ratatouille derrière le poids. Non, elle l'a déjà supporté comme ça. D'accord. Elle reste des Ok, Karine. D'autres messages, notamment, qui sont sur la page Facebook. Aujourd'hui, on va prendre cet autre message. L'action de l'homme, non, ça c'est un message qu'on a déjà eu à lire un instant.
le temps que j'actualise l'information. Voilà. Alors, ce message, la justice camerounaise a foutu le camp. Moi-même, je suis victime de cela. Ça, c'est Salif Keïta. Tant que dans ce pays, le pouvoir exécutif ne sera pas indépendant du judiciaire, on assistera toujours à ce genre de situation où une décision du tribunal ne sera jamais respectée. Là, c'est Narcisse Steven Duécourt qui a écrit sur la page Facebook. Aux urgences chirurgicales de l'hôpital central, les patients décèdent pour un rien du tout. Gaël Christelle Normo qui a écrit. Je me pose la question simple. Cet homme a-t-il eu un AVC pour demander à sa femme d'aller prendre cet argent alors qu'il savait que ce n'est pas elle dans les archives? En conclusion, je dis elle est allée de son plein gré et le malheur lui a pris. Anissé Zomo. Ok, on va s'arrêter là pour ce matin. Merci à vous sur le plateau. On se retrouve demain lorsqu'il sera 10h, madame, messieurs. Nos programmes se poursuivent sur Equinox Télévision, bien sûr. Et comme chaque matin, on va se dire que Dieu bénisse le Cameroun.